The current atmosphere of polarization. L'atmosphère actuelle de polarisation, de toxicité, de désinformation, de colère dirigée contre les individus et les institutions n'est pas une tendance saine. Ces principes fondamentaux de notre démocratie sont aujourd'hui plus attaqués que jamais. En ce début d'année électorale, nous devons être clairs sur le fait que la démocratie est en jeu. La gauche radicale démocrate a truqué l'élection présidentielle en 2020 et nous n'allons pas la laisser truquer l'élection présidentielle en 2024. Mesdames et messieurs, c'est très simple. La victoire ou la mort? Bonjour, ici Michael Serapio. Avec la croissance des plateformes de médias sociaux et les coupes sombres dans les organes de presse à travers le pays, les mythes et la désinformation sont omniprésents. Nous avons voulu savoir comment ce volume d'informations trompeuses circulant en ligne et au sein de nos communautés pouvait affecter notre démocratie. Donc, nous avons commandé un sondage d'Abacus Data en avril. Il démontre que 84% des Canadiens se disent préoccupés par la diffusion de la mésinformation et de la désinformation, tandis que 32% admettent avoir partagé des informations qui n'étaient peut-être pas vraies. Si l'on tient compte des contenus générés par l'IA et de notre capacité à discerner la réalité de la fiction, combien d'entre nous pourraient être victimes de la désinformation? Dans Détecter la désinformation pour la démocratie, des experts spécialisés, des hommes politiques et des représentants des plus grands géants du web abordent les problèmes de désinformation les plus urgents et proposent des solutions. Nous commençons au sud de la frontière, où des travaux sont en cours pour s'attaquer aux problèmes à l'échelle mondiale, alors que les Américains s'apprêtent à élire leur président en novembre. Voici maintenant James Rubin. Il est envoyé spécial et coordinateur du Global Engagement Center du département d'État américain. Je pense qu'il est très important que les gens comprennent ce que ces termes signifient précisément. La désinformation est l'un des mots que l'on entend souvent. Il est très important pour moi de définir ces termes. Chaque gouvernement communique et communiquera son point de vue sur les raisons de sa politique. Et il devrait être en mesure de le faire d'ailleurs. Et cela ne pose de problème à personne, sauf peut-être dans le cas de la Russie. Après l'invasion de l'Ukraine, nous avons eu un problème avec RT. Mais d'une manière générale, les gouvernements peuvent communiquer leur point de vue et le feront. On parle de désinformation lorsque les gouvernements, principalement les gouvernements, mais pas seulement les gouvernements, il y a d'autres acteurs non étatiques, c'est quand ils mentent intentionnellement au sujet d'un problème afin de diviser et de modifier les politiques, d'influencer les élections ou de semer la confusion chez les adversaires. Lorsque la Chine, la Russie, l'Iran ou des groupes terroristes promulguent un terrible mensonge et n'admettent pas que c'est eux qui le font par le biais de fausses informations, peut-être en utilisant les appels robotisés par exemple, plutôt que de vraies personnes sur l'Internet, ou en demandant à un journaliste d'écrire un article sans indiquer qu'il provient du Parti communiste chinois ou du Kremlin. Toutes ces formes différentes constituent ce que j'appellerais la guerre de l'information. Et la vérité, c'est que la Russie et le Parti communiste chinois utilisent la guerre de l'information contre les États-Unis et leurs alliés dans le monde entier depuis de nombreuses années. Ils y consacrent des milliards de dollars. Et ce n'est que récemment que l'Occident, les États-Unis, le Canada et nos gouvernements ont pris conscience de l'ampleur de ce type de guerre de l'information. L'information fait partie intégrante du mode de vie d'une démocratie. C'est l'élément vital d'une démocratie. Les gouvernements, les personnes et les groupes doivent être en mesure de prendre des décisions fondées sur des faits élémentaires. Sans ces faits de base, les démocraties sont sérieusement mises à mal. Vous savez, il y a un acronyme DIME, qui signifie diplomatie, information, militaire, économique. Ce sont les différentes façons dont la Russie et le Parti communiste chinois mènent leur politique étrangère. La partie I de DIME est importante. Ils dépensent des milliards de dollars, comme la Russie. Pour les États-Unis, et malheureusement pour la plupart de nos alliés occidentaux, l'information est souvent considérée comme un problème de communication, quelque chose que l'on peut résoudre en dépensant un peu plus d'argent ici, un peu plus d'argent là. Mais en raison de l'importance des réseaux sociaux, du monde de l'information continue dans lequel nous vivons et de la révolution de l'information, la Chine et la Russie disposent désormais d'outils incroyablement performants pour nuire à nos démocraties.
mais nous n'avons pas la possibilité d'opérer derrière leurs murs. L'information est un domaine, tout comme l'air, la mer ou l'espace. Le cyberespace est un domaine, ce qui signifie que l'information, ce que les citoyens lisent, voient et regardent, doit être souverain. Et si la Russie ou la Chine veut dire quelque chose à un citoyen d'un de ces pays, elles doivent le dire ouvertement. Il doit être clair que c'est le Parti communiste chinois qui communique leur vision de ce que font les États-Unis. Il en va de même pour le Kremlin. Et lorsque cela ne se produit pas, lorsque la Russie ou le Parti communiste chinois pénètrent secrètement, en cachette dans l'espace d'information d'un pays africain ou d'un pays d'Amérique latine, il s'agit à mon avis d'une violation de leur souveraineté, parce qu'ils ne le font pas ouvertement. Nous ne pouvons pas contrôler, et franchement nous ne voulons pas contrôler ce que tout le monde dit. Ce n'est pas notre rôle. Ce que nous voulons, par contre, c'est de disposer de plus d'informations pour que les gens puissent porter un jugement. S'ils découvrent qu'un site web ou une station de radio affirme, par exemple, que les États-Unis disposent d'armes biologiques en Bulgarie, ils peuvent avoir une réaction. Mais s'ils lisent que la Russie affirme que les États-Unis ont des armes biologiques en Bulgarie, ils auront une toute autre réaction, totalement différente. La Russie ne devrait pas pouvoir secrètement, sans que ça soit connu, essayer de communiquer de la désinformation aux citoyens des démocraties du monde entier. Je crains que les entreprises des réseaux sociaux et le gouvernement n'aient pas vraiment compris comment travailler ensemble correctement. Les réseaux sociaux sont très présents dans le monde entier et le gouvernement ont tous des politiques légèrement différentes à leur égard. Par exemple, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni se sont associés dans un effort que nous avons appelé le cadre de lutte contre les désinformations étrangères, parce que nous avons tous une vision similaire du domaine de l'information, de ce qui est la guerre de l'information et les meilleurs moyens de la combattre. Mais chacun de nos pays a des politiques différentes à l'égard des réseaux sociaux parce que les législateurs ont réagi différemment au Canada, parfois de manière très agressive d'ailleurs, et c'est leur droit et leur privilège de le faire. Aux États-Unis, les entreprises de réseaux sociaux ne sont pas réglementées. En Europe, les entreprises de ce genre sont de plus en plus réglementées. Cela crée donc des mécanismes différents, des façons de penser différentes. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que le monde des pays démocratiques et des pays qui croient que leur espace d'information est souverain, ce qui devrait être le cas pour tout le monde, ne trouvent pas un moyen de se défendre uniformément contre les milliards de dollars dépensés par le Parti communiste chinois pour manipuler l'information et les milliards de dollars dépensés par la Russie pour justifier son invasion de l'Ukraine. Are facing unprecedented. Nous sommes confrontés à des défis sans précédent pour notre démocratie. Les États-Unis sont confrontés à ces défis, le Canada est confronté à ces défis, l'Europe est confrontée à ces défis. Les démocraties du monde entier sont confrontées à des défis. Russia and China in particular have found that cyber attacks are cheap and they've invested in them. And they are committed to doing this for the foreseeable future. L'un d'entre eux est le fait que la Russie et la Chine en particulier ont découvert que les cyberattaques ne coûtent pas cher, qu'elles ont investi dans ce domaine et qu'elles sont déterminées à poursuivre dans cette voie dans un avenir prévisible. Deuxièmement, aux États-Unis, nous sommes polarisés. Nous sommes plus divisés que nous l'avons été depuis longtemps et donc sensibles à la propagande. Troisièmement, notre gouvernement et nos entreprises, les plateformes de médias sociaux, les plateformes technologiques, ne coopèrent pas et ne travaillent pas ensemble pour lutter contre la désinformation comme ils l'ont fait en 2020. La situation est pire qu'en 2020. Il s'agit donc d'un défi de taille. Enfin, nous avons l'introduction de l'IA et de l'IA à capacité de régénération qui peut imiter les voix des présidents américains et potentiellement perturber la participation et faire toutes sortes de choses nuisibles aux électeurs qui peuvent être sensibles. Nous sommes donc en territoire inconnu et nous sommes confrontés à des défis d'une ampleur et d'un volume que nous n'avons jamais connus auparavant. Nous avons cette grande expérience, l'Amérique. Nous n'avons pas de chef militaire au Cabal. Nous n'avons pas de roi et de reine. Ce n'est pas une monarchie. C'est l'homme et la femme ordinaires qui sont aux commandes. Et ils dirigent notre gouvernement. Ils disent au gouvernement ce qu'il doit faire, mais ils doivent être éclairés par de bonnes informations.
Lorsque de mauvaises informations entrent dans le système, lorsque de la propagande entre en jeu, lorsque de fausses informations sont diffusées, cela est extrêmement destructeur pour notre système et pour de nombreuses raisons. Nous avons donc du pain sur la planche. Out for us. Mais l'Amérique a une longue histoire de succès dans le dépassement des défis et des obstacles. Et je pense que nous nous souvenons tous des paroles d'Abraham Lincoln, qui disait que la démocratie est une chose pour laquelle il faut se battre à chaque génération. Elle n'est pas acquise. Generation. It's not taken for granted. The state of this democracy is teetering. L'état de cette démocratie vacille. Nous oublions que 3 ans et demi se sont écoulés depuis une élection présidentielle au cours de laquelle le candidat perdant a littéralement tenté de renverser l'élection. Literally tried to overthrow an election. I mean, think about that. Pensez-y. In my former party, and right now, À l'heure actuelle, 70 à 80% des membres de mon ancien parti politique ne croient pas que Joe Biden ait gagné. Je pense que l'Amérique d'aujourd'hui est toujours la plus ancienne démocratie du monde. We're no longer the world's greatest democracy. Mais nous ne sommes plus la plus grande démocratie du monde. Et c'est peut-être parce que nous sommes si vieux. Ce pays est extrêmement divisé. Je suis allé au Congrès il y a 8 ou 10 ans, et même à ce moment-là, je me demandais si nous pouvions rester unis. I wondered, can we stay together? Can this experiment stay together? Cette expérience peut-elle rester cohérente? Nous voici 8 ou 10 ans plus tard et des États veulent faire sécession. People in states who want to secede. Les personnes qui, au sein d'un État, veulent faire sécession et créer un autre État. State. This is a really Le pays est actuellement très divisé, dangereusement divisé. Il est très difficile de lutter contre la désinformation, les mensonges et les conspirations, parce qu'il est difficile d'atteindre tout le monde, parce que tout le monde va ailleurs pour s'informer. It's hard to reach everybody because, again, everybody is going somewhere different to get their news. 80% of my former political party doesn't believe Trump lost. And they don't. And again, I was a... 80% des membres de mon ancien parti politique ne croient pas que Trump ait perdu. J'ai été un partisan de Trump à un moment donné. Je suis toujours en contact avec ces personnes. Ils n'y croient pas. La plupart de ces personnes, quel que soit le résultat en novembre, n'y croiront pas s'il perd. Une démocratie meurt si les gens n'acceptent plus les résultats des élections. We have elections every 2 years. It's like the silent... Nous organiserons des élections tous les 2 ans. C'est comme un pacte silencieux que nous avons entre nous. Nous travaillons d'arrache-pied pour gagner. Si notre candidat ne gagne pas, nous acceptons tous les gagnants et les perdants. C'est comme le pouls d'une démocratie. Et si vous détruisez ce processus, si vous en arrivez à un point où la moitié de ce pays n'accepte pas la volonté du peuple, alors ce cœur s'arrête de battre. La démocratie est alors terminée. And that heart stops beating. Then the democracy is done. And we're at a point right now where the heart... Et nous en sommes à un point où le cœur est sous assistance respiratoire. Je le crois vraiment. There's a lot of information. L'Internet déborde d'informations, mais toutes ne sont pas factuelles. Vous avez probablement entendu les termes désinformation et mésinformation, mais quelles sont les différences entre les deux? Selon le Centre canadien de cybersécurité, la clé est dans l'intention. La mésinformation fait référence à de fausses informations qui n'ont pas pour but de nuire. Par exemple, un membre de la famille partage accidentellement de fausses informations sur les vaccins. La désinformation est une fausse information destinée à manipuler, à nuire aux personnes, aux organisations ou aux pays et à les orienter dans la mauvaise direction. Il s'agit notamment de la propagande de pays étrangers et d'autres acteurs, souvent destinés à nuire en provoquant des réactions émotives et en semant la confusion. Et puis, il y a aussi ce que nous appellerons la malinformation, qui s'appuie sur un fond de vérité, mais qui est souvent exagéré de manière à induire en erreur avec des effets préjudiciables. La désinformation existe depuis très longtemps. En fait, elle existe depuis des siècles. Mais nous avons assisté à la phase moderne d'une désinformation très largement utilisée, à la fois par les autorités étrangères qui veulent nous tromper et nous manipuler. Souvent, lorsque nous recherchons une désinformation ou une mésinformation, nous devons en identifier la source. Il faut en identifier la source. C'est la partie la plus importante. Une partie de ces informations provient d'acteurs étatiques. D'autres proviennent de communautés qui se considèrent souvent comme des chercheurs de vérité.
Mais il y a aussi des escrocs en ligne et d'autres personnes qui ont leur propre objectif et qui diffusent des informations erronées et de la désinformation. Les médias sociaux ont rendu les choses beaucoup plus faciles pour ceux qui veulent nous tromper en diffusant ces informations. N'importe qui peut publier n'importe quel type d'information. Je pense que notre société n'a pas réussi à vacciner les citoyens pour qu'ils comprennent mieux les informations qu'ils consomment et qu'ils disposent de ces filtres cognitifs critiques qui leur permettent d'identifier les informations qu'ils voient et de s'assurer qu'ils remettent en question les sources ou certaines des affirmations faites sur les médias sociaux. Une enquête d'Abacus Data commandée par CEPAC révèle que 84% des personnes interrogées se disent inquiètes de la propagation de la désinformation et de la mésinformation. 42% d'entre elles en rendent responsables les médias sociaux. Alors que cette inquiétude va croissant, on voit un Canadien sur 5 se tourner vers les médias non traditionnels pour recevoir des informations, tandis que plus de 7 répondants sur 10 se déclarent assez préoccupés ou très préoccupés par l'état de la démocratie au Canada. Comprendre où les Canadiens obtiennent leurs nouvelles et leurs sources d'informations. Alors nous avons envoyé nos équipes sur le terrain. Principalement sur Internet, c'est pas surprenant. Je fais très attention aux médias. Moi, je viens d'Europe, donc ça fait 20 ans que je suis ici, donc j'ai des vieilles habitudes. Je vais regarder, je m'informe vraiment sur des médias qui sont vraiment connus pour être vrais. Puis j'essaye vraiment de faire le tri. C'est pas facile. Sur Internet. Oui, moi aussi, généralement. LCN, par exemple. LCN, presque une partie de la journée, certain. Oui, moi aussi. J'ai plusieurs sources. Je peux y aller aux réseaux sociaux, sur les sites Internet, mais je dois quand même vérifier la fiabilité du site en question. Ça dépend. Je dirais réseaux sociaux, mais aussi peut-être les nouvelles le matin. Puis, ça dépend quel type d'information. Je suis comme pas sur les réseaux sociaux. Fait que où je consomme mon info, ça serait plus du bouche à oreille maintenant, comme je me fie plus à l'Internet, justement. Sur les réseaux sociaux et puis à la télévision. C'est à peu près ça. Oui, la même chose. On lit les journaux sur nos tablettes, puis c'est là qu'on va chercher ce qu'on veut. Dans tout le pays et dans le monde entier, les salles de rédaction rétrécissent comme peau de chagrin, tandis qu'augmente le besoin d'informations vérifiées et de moyens de lutte contre les informations trompeuses ou fake news. Nous avons interrogé des personnalités du secteur du journalisme sur les défis que rencontre ce secteur. Mon travail consiste donc essentiellement à enquêter ce qui se passe sur les médias sociaux, qu'il s'agisse de désinformation, de théorie du complot, d'algorithmes haineux ou de polarisation, et à mettre en évidence l'impact de ces phénomènes sur le monde réel. Et je le fais à travers une gamme de formats différents. Je pense qu'il y a 2 questions que je me pose toujours lorsque je décide sur quoi enquêter, en particulier en ce qui concerne la désinformation. La première est le degré de viralité du contenu, le nombre de personnes qu'il touche. Cela vaut-il la peine que je l'étudie ou dois-je risquer de l'amplifier auprès d'un plus grand nombre de personnes? La deuxième question, qui est peut-être la plus importante, est de savoir quel est son impact réel dans le monde et quels préjudices pouvons-nous observer? L'un des défis que doivent relever les journalistes pour enquêter et vérifier les faits dans l'environnement d'information qui nous entoure est qu'à vrai dire, je pense que beaucoup de rédactions essayent encore de se tenir au courant des compétences et des approches nécessaires pour enquêter sur l'information. L'environnement médiatique est très différent de ce qu'il était il y a 10, 20 ans et même avant. Il y a de moins en moins de journalistes en activité, donc moins de personnes pour assurer le contrôle et l'équilibre. Il y a 3 choses qui me préoccupent en tant que vérificatrice de faits et en tant que personne travaillant dans le domaine de la vérification. Tout d'abord, la montée en puissance des deepfakes audio. Ils sont de plus en plus sophistiqués et crédibles et il est de plus en plus difficile d'identifier, sans aucun doute, s'il s'agit ou non d'un deepfake. Ce qui me préoccupe également, c'est qu'il y a une dizaine d'années, les gens disaient qu'il s'agissait de fake news ou de fausses nouvelles, ou qu'il ne fallait pas croire ces nouvelles. Cela fait désormais partie de notre lexique. L'une des craintes que j'éprouve, ou l'une des préoccupations que nous suivons, est de savoir comment le fait d'accuser des informations véridiques d'être des deepfakes ou des IA sème la méfiance à l'égard d'informations qui pourraient en fait être authentiques.
Enfin, une autre préoccupation concerne les personnes qui observent le public et espèrent que la littératie médiatique devienne de plus en plus présente dans l'esprit des gens. L'une des interventions les plus efficaces dans ce domaine est malheureusement l'une des plus difficiles, à savoir recapitaliser le journalisme, en particulier les informations locales, pour créer des voix auxquelles les gens peuvent faire confiance dans leur communauté et les aider à discerner ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Malheureusement, l'écosystème technologique a également créé une dynamique de marché où le journalisme est très difficile. Nous avons formé des millions de journalistes au fil des ans, dont beaucoup forment aujourd'hui l'équipe d'enquête en source ouverte mise en place dans des endroits comme la BBC, CNN ou le Financial Times. Pour nous, il s'agit donc de s'assurer que ces journalistes essayent de le faire eux-mêmes plutôt que d'essayer de tout centraliser autour du travail de Bellingcat. Il est très difficile de trouver la vérité. Et si vous êtes quelqu'un qui essaye d'adopter une position neutre sur un sujet, vous finissez par être attaqué des deux côtés. Le terrain moyen de discussion s'en trouve vraiment exclu. On se retrouve alors avec des discussions en ligne dominées par les voix les plus fortes et les plus en colère. Pour moi, c'est quelque chose de très préoccupant. La situation s'est certainement aggravée au cours des 6 derniers mois. Qu'il s'agisse de la pandémie COVID-19 ou des guerres qui se déroulent actuellement à Gaza ou en Ukraine, chaque fois que je vois quelque chose se produire, qu'il s'agit d'un attentat ou d'un événement, il y a une vague de désinformation et de haine qui a souvent des conséquences très graves, non seulement pour nous, qui essayons de comprendre ce qui se passe réellement, mais aussi pour les gens qui sont pris dans cette vague, qui vivent les choses les plus difficiles et qui essaient de donner un sens à tout cela. J'ai récemment enquêté sur le fait que le maire de Londres a été la cible d'un enregistrement auto-généré par une IA. Il s'agissait d'une fausse voix, suggérant qu'il allait déplacer les célébrations du jour de l'amnistie pour commémorer les personnes mortes durant les guerres. La fausse vidéo indiquait qu'il allait déplacer ces célébrations pour accueillir une manifestation pro-palestinienne. Il s'agissait d'un enregistrement secret. Et la voix lui ressemblait beaucoup. On peut donc comprendre que les gens aient été choqués par l'audio et qu'ils aient commencé à le partager parce qu'il correspondait à leurs préjugés et qu'il n'était pas très favorable au maire. La vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre dans des groupes particuliers et a contribué aux tensions hors ligne lors de diverses confrontations entre la police et les contre-manifestants qui étaient très en colère contre un rassemblement pro-palestinien et très en colère contre cet enregistrement. Il cible souvent les lignes de fracture de la société ou d'un pays particulier. Au fil du temps, nous avons vu l'évolution des tactiques de désinformation et la facilité avec laquelle il est possible de créer de faux comptes sur les médias sociaux et de diffuser des mensonges et des informations erronées. Mais au fond, il s'agit souvent d'entrer dans la tête des gens, de faire appel à leurs émotions, à leurs croyances préexistantes, et d'essayer de les frapper avec des récits qui créent un sentiment de division ou les poussent à faire quelque chose qu'ils n'auraient pas fait autrement. Les élections sont presque le Super Bowl des mythes et de la désinformation. Les élections sont une période où les enjeux sont très importants. Dans le contexte américain, l'un des exemples les plus célèbres est le fait qu'avant les primaires, il y a eu ce qu'on a appelé un appel robotisé Biden. Cet appel robotisé a été créé pour ressembler à Biden. Il a été produit pour décourager les gens de voter lors des primaires. L'humanité existe dans un ragoût de mensonges et d'absurdités. Cela a été le cas pendant la plus grande partie de l'existence de l'espèce. Mais aujourd'hui, nous avons créé des technologies qui jouent essentiellement sur les pires dynamiques identitaires, les pires dynamiques politiques. Et malheureusement, je pense que cela pourrait avoir un effet néfaste sur la démocratie. I'm Margaret Sullivan. Je m'appelle Margaret Sullivan. Je suis chroniqueuse au Guardian US. J'écris chaque semaine sur la politique, les médias et la culture. J'ai passé une grande partie de ma carrière dans le journalisme local, celui de ma ville natale de Buffalo dans l'État de New York. J'ai commencé comme stagiaire d'été et j'ai fini par devenir rédactrice en chef du journal. J'ai pu constater que le journalisme local que nous pratiquions était extrêmement important pour resserrer les liens au sein de la collectivité et donner aux gens un ensemble de faits à débattre. Vous pouvez avoir des opinions différentes sur les choses, mais avez-vous une compréhension de base de la réalité? C'est ce que font les journaux et les médias locaux dans tout le pays, et en fait, dans le monde entier. Mais ce rôle est en train de disparaître. Mon journal, qui a longtemps compté 200 personnes dans la salle de rédaction, n'en compte plus que 50 aujourd'hui. C'est insuffisant. Le journal appartient désormais à une chaîne,
comme c'est le cas dans tout le pays. The country, hedge funds have come in, and Des fonds spéculatifs sont entrés en jeu et cela se produit partout. Ainsi, 2 journaux par semaine font faillite aux États-Unis. Et la plupart des hebdomadaires, mais pas tous. all. And what we're seeing Le résultat, c'est que les gens n'ont plus de réalité commune. in many areas no longer have a common ground of reality to walk on, and a kind of a common ground that gives Ce qui est le fondement de la démocratie et de l'autogestion. to self-govern. Journalism helps us. Le journalisme nous aide à comprendre ce qui se passe dans notre monde. Il oblige les gouvernements à rendre des comptes. Il oblige les puissants à rendre des comptes également, comme les gens d'affaires et les autres membres de la communauté. Il permet aux gens de faire le travail de base de la démocratie. C'est cela, s'autogouverner. D'aller dans l'isoloir en étant informé des candidats en lice, de savoir comment fonctionnent les écoles de votre région et comment vos impôts sont dépensés. If we don't have that, and that comes Si nous n'avions pas cela, et que cela nécessite des rapports demandant beaucoup de main-d'œuvre et étant beaucoup plus onéreux, alors, en tant que citoyens, nous sommes entravés. Nous ne pouvons pas vraiment faire le travail de la démocratie, qui est de nous gouverner nous-mêmes. Je pense qu'en tant que journalistes, nous devons nous concentrer sur les enjeux et les conséquences de cette élection, plutôt que sur les sondages ou la course. Il n'est pas important de savoir qui est en tête aujourd'hui ou qui est derrière. Nous devrions nous concentrer sur ce qui se passe lorsque telle ou telle personne sera élue. Trump nous aide dans cette voie, parce qu'il a été très direct sur ce qu'il veut faire. Et c'est très effrayant. Il a récemment accordé un entretien au magazine Times. Et quand on lit l'entretien sur le genre de choses qu'il veut faire, notamment d'expulser des gens, suivre les grossesses des femmes, placer des alliés dans des endroits où, traditionnellement, c'étaient des fonctionnaires et des agents publics. servants and civil servants, it's really very scary. But do people know that? C'est vraiment très effrayant. Mais les gens le savent-ils? Les médias le font-ils vraiment comprendre? Ou bien nous entendrons des histoires sans fin sous l'outrage du jour, la gaffe du jour, l'âge des candidats, en particulier l'âge de Joe Biden. Nous savons quel âge ils ont. Cela ne changera pas d'un jour à l'autre, mais c'est là que l'on met l'accent et pas vraiment sur les enjeux. A friend, another press critic, Jay Rosen, who's at NYU. Mon ami, un autre critique de presse, Jay Rosen. Il travaille à l'Université de New York. Il utilise une expression qui est peu répandue. C'est une métaphore. Il dit que ce ne sont pas les chances, mais les enjeux qui sont importants. Et je pense que si nous gardons cela à l'esprit, nous ne devrions pas couvrir les chances. Qui est en hausse, qui est en tête, qui est en baisse, qui va gagner, ce n'est pas important. Que se passe-t-il exactement dans cette élection? Quels sont les enjeux? Je pense que si nous nous concentrons sur ce point, nous serons en bien meilleure position pour informer le public. D'une manière assez fondamentale, la démocratie est en jeu et nous nous méfions toujours d'être accusés d'être dans le camp de l'un ou l'autre candidat. Ce n'est pas ce que je dis ici. En fait, si Donald Trump est à nouveau élu, je pense que nous avons de réelles menaces pour la démocratie. Les gens devraient absolument en être conscients. Il suffit de regarder le passé récent. Nous savons que les élections de 2020 étaient légitimes. Il n'y a pas eu de trucage. Il n'y a pas eu d'horrible fraude électorale et pourtant, l'ancien président Trump continue à ce jour de dire que c'est lui qui a été élu. Et il exige de toute personne qu'il soutient ou de toute personne qu'il mettait en position de pouvoir qu'elle reconnaisse que l'élection était illégitime. Nous avons également vu ce qui s'est passé le 6 janvier avec le siège du Capitole. Nous savons déjà ce qui va se passer. Et nous avons été sauvés de certains des pires effets de cette situation par des personnes qui étaient de merveilleux fonctionnaires, des secrétaires d'État, qui ont refusé de participer à la fraude que Trump appelait de ses vœux. Mais dans un nouveau mandat, je pense que ce ne serait pas le cas. Il y aurait un effort vraiment important pour avoir des alliés partout, avoir l'écoute franche. L'Amérique est puissante et elle contribue à donner le ton. Je pense que le genre de populisme, si c'est le bon mot, que Trump a incarné est un mouvement qui se répand dans le monde entier. Et je pense qu'il y a une propagation de ce qui se produira s'il est élu. Il donne du pouvoir et de l'approbation à d'autres dirigeants qui veulent également s'engager sur la voie de l'autoritarisme ou du quasi-autoritarisme. Nous devons nous entraider et nous rappeler les fondements de notre démocratie, à savoir la participation des citoyens.
or near authoritarianism. Je pense donc qu'il existe un leadership et qu'il ne doit pas nécessairement se situer au plus haut niveau. Il peut s'agir de votre voisin. Vous pouvez dire par exemple à votre voisin: « Connaissez-vous les sources de vos informations? Êtes-vous abonné au Buffalo News? » S'il répond que non et qu'il s'informe sur TikTok, vous pouvez le mettre au défi ou du moins l'aider à s'informer. I get my news on TikTok. You may want to challenge that or at least help inform them. Je pense donc qu'il s'agit d'une question à plusieurs volets et qu'il n'y a pas de réponse unique. Mais nous devons tout essayer. Alors que les salles de rédaction peinent à vérifier rapidement les informations, alors que la confiance dans les médias traditionnels est battue en brèche, nous demandons aux Canadiens s'ils suivent les médias traditionnels et s'ils leur font confiance. Je pense que les médias traditionnels, plus que les autres, sont prêts à creuser plus pour découvrir les faits. Je pense qu'ils se font duper, comme tout le monde néanmoins, mais je pense qu'ils font au moins un effort. Je suis originaire de la Russie et je ne fais jamais confiance aux informations. Je suis une personne qui a, je pense, une grande confiance dans les médias d'information traditionnels. Pas du tout, car on nous manipule et on nous ment tous les jours. Il suffit de regarder ce qui se passe à Gaza, de regarder les choses en temps réel sur YouTube, puis de regarder comment c'est couvert par les grands médias pour se rendre compte qu'on nous ment. There's enough safeguards in our... Il existe suffisamment de garde-fous dans notre société et des lois qui obligent les médias traditionnels à rendre des comptes. Bien sûr, il y aura toujours des préjugés. J'ai l'impression que si je n'ai pas vu les informations sur ces chaînes, je suis un peu, vous savez, sceptique sur tout ce que j'entends si je ne l'ai pas vu aux informations ou si je n'ai pas vu dans les journaux traditionnels. Je leur fais davantage confiance. Il suffit de regarder la CBC et les grandes chaînes nationales. C'est vraiment n'importe quoi. Tout est contrôlé par le gouvernement. Nous vous avons expliqué ce que sont la désinformation et la vérification des faits dans les médias de l'information. Est-ce que les Canadiens sont préoccupés? Philippe Fournier est le rédacteur en chef Québec 125 qui utilise les sondages d'opinion, l'histoire électorale et les données démographiques pour prédire les résultats des élections. Je ne sais pas si les Canadiens comprennent encore la gravité du risque que pose la désinformation et la mésinformation. De plus en plus de Canadiens, particulièrement les jeunes, passent une bonne partie de leur vie en ligne et l'information est noyée dans une mer de désinformation et c'est de plus en plus difficile de faire la différence. Alors, quand j'ai regardé le sondage, je décortique les chiffres et oui, je vois les Canadiens reconnaissent que ça pourrait poser un problème pour les institutions démocratiques. Je ne sais pas si la gravité du problème est bien comprise, particulièrement chez les jeunes électeurs. Le risque est certainement que des politiciens aux mauvaises intentions pourraient essayer d'en profiter. Lorsque un parti politique ou certains politiciens voient la fin qui justifie les moyens, qu'il faut gagner à tout prix, même au prix de désinformer, de mentir et d'offrir des solutions faciles qui sont basées sur des informations erronées, je crois que les démocraties sont en danger. On peut avoir nos opinions, on ne peut pas avoir nos propres faits, mais c'est ce que la désinformation sur Internet produit, des faits alternatifs. Et si on ne peut pas s'entendre sur une même réalité, les démocraties n'ont aucune chance de survivre. Alors je pense que le problème n'est pas seulement que la désinformation soit disponible, mais qu'elle soit tellement de bonne qualité que les gens ne font plus la différence. Évidemment, il y a des politiciens et certains acteurs de la société civile qui travaillent activement à miner la confiance. Ce n'est pas nouveau. J'ai grandi à Québec, il y a des stations de radio qui attaquent carrément la crédibilité des médias en disant qu'ils disent n'importe quoi, ils sont tous biaisés, nous ne le sommes pas. Alors que, bien sûr, c'est complètement faux, il y a des billets partout, il faut juste faire la part des choses. Mais s'il y a un gain capital, il y a un gain monétaire à faire avec le fait de miner nos institutions, malheureusement, ça va arriver. Nous sommes dans une société généralement libre, gérée dans le capitalisme, et donc s'il y a de l'argent à faire, ça va être fait. Maintenant, est-ce que ça pourrait
mener à une érosion de nos institutions. Pour l'instant, ça semble limité, mais on voit l'exemple au sud de la frontière, ce que la rage au lieu de l'information peut produire comme réaction. Comme nous l'a expliqué James Rubin du département d'État américain, la guerre de l'information est un problème international. La détection de la désinformation devient de plus en plus difficile à mesure que les contenus générés par l'IA se répandent. Si l'intelligence artificielle nous facilite la vie, elle représente aussi, à bien des égards, un défi pour la démocratie. Dans un instant, nous examinerons certains de ces défis. Mais tout d'abord, voici ce que les Canadiens pensent de l'avènement de l'IA. Je l'utilise dans la vie de tous les jours. J'utilise le IA pour les appels, pour mes études, pour les appels vidéo également, pour jouer aux jeux. Je suis entouré de l'IA. S'il n'y a pas d'IA, je ne peux pas vivre. Non, je n'utilise aucune technologie. Je vais sur ChatGPT. Je demande des conseils. J'ai été enseignante. J'ai également consulté les suggestions de ChatGPT. Je pense que l'IA nous aide à mieux vivre. Je suis directeur exécutif d'une organisation à but non lucratif et nous utilisons beaucoup l'IA pour améliorer nos services. Je continue à penser que nous devons utiliser nos cerveaux. Je n'utilise pas encore la technologie de l'IA, du moins pas à ma connaissance. Je pense que ça me rend un peu nerveuse. Je suis étudiante à l'université et j'ai l'impression que certains étudiants l'utilisent aujourd'hui dans leur rédaction. Je suis assistante pédagogique et je peux m'en rendre compte, ce qui m'effraie. Je viens de commencer à utiliser l'IA. J'utilise certaines applications au travail pour créer des images et de petites vidéos. C'est ce que j'ai commencé à faire. I'm sorry, Dave. Désolé, Dave, je ne peux pas faire ça. C'est ce que HAL, l'ordinateur et le cerveau du vaisseau spatial Discovery, déclare à Dave, l'être humain, dans le film 2001 Odyssée de l'espace, sorti en 1968. Plus de 50 ans plus tard, ce personnage d'ordinateur fictif, doté d'une intelligence artificielle, est toujours cité comme exemple lorsque nous débattons de la voie à suivre en matière d'intelligence artificielle ou IA. Qu'est-ce que l'IA? En termes simples, il s'agit d'une technologie par laquelle des quantités massives d'informations sont chargées dans des ordinateurs et autres machines afin de simuler l'intelligence humaine, y compris la capacité à résoudre des problèmes. En d'autres termes, les aptitudes et les caractéristiques humaines sont conçues à rebours ou rétro-conçues pour atteindre un objectif spécifique comme rédiger un article, demander à Siri, Alexa ou Google Assist d'envoyer un courriel, de lire les prévisions météorologiques ou d'appeler quelqu'un au téléphone. L'IA consiste à utiliser la compréhension humaine pour résoudre des problèmes et nous faciliter la vie. Les technologies de l'intelligence artificielle ont réellement le potentiel de changer de nombreuses façons la façon dont on travaille, joue, consomme de l'information et participe à l'économie. Et le Canada avait un avantage en matière de l'IA. Un grand nombre de chercheurs de premier plan venaient du Canada. Et les personnes qu'ils ont formées sont celles qui ont souvent participé à la création de grandes entreprises et à la formation de certains de ces modèles qui sont maintenant utilisés pour générer une propriété intellectuelle vraiment précieuse. L'IA est partout autour de nous. Elle est utilisée, entre autres, dans les domaines de la santé, de la finance et des transports. Nous utilisons l'IA dans nos maisons et nous l'employons en ligne. L'IA peut apporter toutes sortes d'avantages à la démocratie. Ces avantages sont pour la plupart inexplorés, mais au fur et à mesure que la technologie évolue, je pense que nous commencerons à en voir davantage. Selon un sondage Abacus commandé par CEPAC en avril dernier, environ la moitié des Canadiens, soit 48%, étaient quelque peu familiarisés avec l'IA. Ce chiffre est passé à 68% pour les jeunes âgés de 18 à 29 ans. Mais la relation entre l'IA et la démocratie ne laisse pas d'inquiéter. Plus des 3/4 des Canadiens interrogés, en fait 80% d'entre eux, s'inquiètent d'une possible utilisation abusive de l'IA pour propager de la désinformation lors d'une campagne électorale. Alors que près de la moitié des Canadiens sont quelque peu familiarisés avec l'IA, le sondage d'Abacus Data
a révélé que 82% d'entre eux pensent que l'IA brouille les frontières entre le vrai et le faux. Alors que l'utilisation de l'IA continue de gagner du terrain, comment transforme-t-elle l'écosystème numérique, de même que l'information en tant que telle? Taylor Owen est directeur fondateur du Centre pour les médias, la technologie et la démocratie à l'École des politiques publiques Max Bell de l'Université McGill à Montréal. Nous nous dirigeons très rapidement vers un stade où la majorité des informations dans l'écosystème numérique sera générée par l'IA. Que se passera-t-il alors? Pensez-y. Dans les quelques années qui suivront le déploiement de l'IA générative dans la société, il y aura plus de contenu créé par l'IA que de contenu créé par les humains dans toute l'histoire de l'humanité. Within a matter of a few years, Cela se produira en l'espace de quelques années, c'est remarquable. Et que se passera-t-il lorsque la majorité des contenus que nous voyons et que nous utilisons seront créés par l'IA? Je ne pense pas que nous le sachions. I don't love that proposition. Je n'aime pas cette proposition et je pense qu'il y a quelque chose d'effrayant à détacher les humains des informations qui sont partagées dans une société démocratique, produites, partagées et interprétées dans notre société. Our democracy in a real way. I don't think we know how yet. Cela va vraiment changer notre démocratie. Je ne pense pas que nous sachions encore comment. Trained not just, these AI models are going to be trained not just on content created by humans and trying to... Cela va également modifier le caractère des modèles eux-mêmes. Tout à coup, les modèles sont entraînés, mais pas sur des contenus créés par des humains. Ils seront formés sur des contenus déjà produits par l'IA. Là encore, cela va entraîner un changement dans le caractère de notre discours public. Nous aurons vraiment besoin de signaux de fiabilité lorsque la plupart des choses seront générées par l'IA. Nous devons pouvoir identifier la provenance d'une vidéo, d'un texte ou d'une image. A way of detailing the provenance of a video or a piece of text or an image. What does that mean for a democratic society? Qu'est-ce que cela signifie pour une société démocratique? Si à chaque fois que nous ouvrons nos fils d'actualité, la grande majorité de ce que nous voyons est créé par l'intelligence artificielle et que nous ne savons pas si c'est réel ou non, cela posera un problème. D'une certaine manière, il s'agit d'un problème journalistique. C'est ce que le journalisme a toujours fait. Il a regardé le monde et interprété la réalité qu'il a ensuite communiquée au public. Embedded in that and then communicated that to publics. But what's that act going to look like? Mais à quoi cela va-t-il ressembler dans un monde médiatisé par l'IA? C'est un problème que nous devons résoudre assez rapidement. Je pense que nous devons mettre de l'ordre dans nos affaires avant de nous préoccuper de la prochaine grande idée. Cela signifie qu'il faut s'assurer que les plateformes de médias sociaux sont aussi sûres que possible et qu'elles fonctionnent dans notre intérêt plutôt que dans celui des grandes entreprises multinationales. So as a baseline, I think, yes, we need to figure out, so we still all live in social media worlds, or... Il s'agit donc d'une base de référence, je pense. Nous vivons tous dans le monde des médias sociaux et, à bien des égards, la politique se déroule principalement dans ces écosystèmes. Nous devons donc les rendre plus sûrs et servir nos intérêts économiques, politiques et sociaux. La question qui se pose alors est la suivante. Si ces entreprises misent leur avenir sur les nouvelles technologies, comment voulons-nous entamer ce dialogue avec elles? Dialogue with them. So we now know that Meta and Google... Nous savons donc maintenant que Meta, Google et Microsoft, qui existent depuis un certain temps, sont en train de développer une nouvelle technologie. Et cette nouvelle technologie pourrait avoir un impact profond sur nos sociétés. Nous ne pouvons pas en être sûrs, mais lorsque les plus grandes entreprises de l'histoire de l'humanité misent des dizaines ou des centaines de milliards de dollars sur une nouvelle technologie, nous devrions probablement y prêter attention. Il me semble que nous devrions prendre cela au sérieux. And take it seriously. But what have we learned from engaging with these companies for the... Mais qu'avons-nous appris en travaillant avec ces entreprises depuis 15 ans sur les nouvelles technologies? Je pense qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant les assurances selon lesquelles ils construisent des choses dans l'intérêt du public. Je ne porte aucun jugement. Be taken at face value. And that's not sort of to incriminate them or to render judgment. Si nous voulons vivre dans un monde où la majorité des contenus sont créés par l'IA, il serait bon de savoir ce qui est créé par les humains. Nice to know what is created by humans. And the Online Harms Act, actually, in Canada, has a provision in it. Au Canada, la loi sur les préjudices en ligne contient une disposition qui oblige les entreprises à identifier le contenu généré par l'IA, et certaines d'entre elles s'engagent à le faire d'une manière ou d'une autre. Nous ne savons pas vraiment, car il s'agit d'une action d'autorégulation. Mais si les gouvernements obligent les entreprises à proposer des mécanismes de signalement clairs pour tout ce qui est créé par l'IA,
et ce qui est créé par les humains, alors nous aurons peut-être une chance de conserver le côté créatif humain de notre sphère publique, ce qui, je pense, est ce sur quoi nous devons nous concentrer dans notre lutte en ce moment. The thing that we have to be fighting for right now, the most powerfully. Nous avons donc entrepris d'expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle et comment elle est utilisée. Mais que pensent les Canadiens de l'essor de l'IA générative en rapport avec la diffusion de fausses informations, notamment en période électorale? David Coletto est le fondateur, président et directeur général d'Abacus Data, la société qui a réalisé le sondage commandé par CEPAC. Les Canadiens ont rapidement pris conscience que l'IA est une menace et qu'elle peut être utilisée pour déformer n'importe quelle information, avoir un impact sur les élections et potentiellement changer le résultat d'une élection, parce que vous pourriez voir une vidéo qui n'est en fait pas réelle. Cependant, elle peut avoir une grande influence sur ce que les gens pensent et on n'a que très peu de temps pour être corrigé. C'est dire la rapidité avec laquelle l'information circule aujourd'hui. Mais je pense aussi que cela reflète une profonde inquiétude quant à la capacité des gens à vérifier si ces informations sont vraies ou non. Et même si un organe de presse affirmait que cette vidéo est fausse, la confiance en cet organe ne peut ne pas être très élevée. Est-ce que je fais confiance aux organismes de presse qui me disent que c'est faux? C'est comme un oignon, il faut éplucher les couches et on commence à voir qu'il y a des complexités. Et je pense que la grande crainte que j'ai, en tant que personne qui étudie la politique et la participation politique, c'est qu'il s'agit d'une autre raison pour laquelle les gens diront simplement qu'ils ne s'impliqueront pas dans cette affaire. Je n'arrive pas à y voir clair. Je ne peux pas être sûr de ce qui se passe réellement. Et donc, je ne me sentirai pas en confiance pour aller voter et participer. Je pense qu'il s'agit là d'un risque réel. C'est pourquoi c'est une menace pour la démocratie. Dans ce même sondage d'Abacus Data, 47% des personnes interrogées n'étaient pas sûres de pouvoir identifier un contenu généré de fake news ou nouvelles trompeuses. Les experts et les vérificateurs de faits des salles de rédaction signalent que l'IA générative accroît la diffusion de la désinformation, ce qui nuit à la démocratie. Écoutons-les. Le risque est grand que les contenus générés par l'IA, qui ne sont pas signalés ou identifiés comme tels, aient la capacité d'induire les gens en erreur, en leur faisant croire qu'il s'agit de la véritable voix d'un politicien. Ça pourrait être une vidéo réelle qui représente une personne réelle. Alors, c'est ça que les gens pensent, alors qu'elle a été générée par une technologie d'intelligence artificielle. C'est ce que nous appelons les deepfakes. Il s'agit donc de matériel audio, visuel, qui est convaincant, presque réel, mais qui a en fait été généré artificiellement à l'aide de certaines de ces nouvelles techniques et technologies. Nous avons déjà vu de nombreux exemples où le contenu généré par l'IA peut être utilisé pour cibler les femmes en particulier. En ce qui concerne la désinformation, je dis toujours que certaines tactiques simples sont encore très efficaces pour répandre la désinformation, qu'il s'agisse d'un mème, d'une vidéo ou d'un message. Il n'est même pas nécessaire d'avoir recours à l'IA à ce stade. Il est de plus en plus facile de créer des images plus convaincantes qui sont claires et qui ont l'air manifestement réelles pour la plupart des gens, alors qu'elles ne le sont pas. Et avec l'audio, c'est aussi quelque chose de très très difficile à identifier comme étant faux s'il s'agit d'un faux audio bien connu, ce qui pose ses propres problèmes. Ce que je crains le plus, et c'est ce qui commence à se produire, ce n'est pas tant de tromper les gens pour qu'ils croient les choses qui ne sont pas vraies, mais de créer des structures qui autorisent les gens à ignorer des choses qui sont vraies. Il est très difficile de vérifier et d'infirmer les données audio, car les outils de police scientifique ne sont pas très avancés. Par ailleurs, vous ne disposez que du signal audio. Il n'y a pas d'autre matériel visuel, comme une photo ou une vidéo, pour vous aider à déterminer le lieu et l'heure. Je pense donc que les hyper-trucages ou deepfakes audio représentent un grand défi et qu'il y a une grande inquiétude, bien sûr, que nous puissions entrer dans une ère d'appels robotisés avec des deepfakes audio qui finissent par tromper les gens, salir les candidats et faire d'autres choses négatives pendant les élections. Au cours des 2 dernières années, et plus particulièrement l'année dernière, nous avons assisté à une augmentation particulière des hypertrucages, en partie parce qu'ils sont de plus en plus accessibles et abordables. Nous avons également constaté que l'IA était utilisée
pour faire proliférer le contenu. Je ne parle pas nécessairement d'images, mais aussi de texte. Autrefois, les gens pouvaient instinctivement identifier quelqu'un qui ne sonnait pas comme un locuteur natif et la personne était donc sur ses gardes. Aujourd'hui, avec l'essor de l'IA, il est possible de générer des textes convaincants. Il est plus difficile d'identifier les faux. Même si l'auteur n'existe pas vraiment, nous pouvons avoir quelque chose en anglais qui est de la désinformation. Et en quelques clics, vous pouvez avoir exactement le même texte de manière crédible, diffusé dans des dizaines de langues. De même, en ce qui concerne les images, il existe des marqueurs que l'on peut rechercher, tels que la forme bizarre des mains. L'IA a encore du mal à produire des mains qui ressemblent à la réalité. De même, en cas de mouvement, on peut voir que les jambes, les bras ou les visages ont tendance à se contorsionner. Il existe également d'autres signes distinctifs qui nous donnent des indices, comme la présence de mots en arrière-plan qui n'ont pas vraiment de sens. On dirait presque des hiéroglyphes. Il ne s'agit pas d'une véritable langue. C'est un autre signe qui indique qu'il s'agit d'un hypertrucage. We have seen Russian disinformation have a negative impact. Nous avons constaté que la désinformation russe avait un impact négatif sur le soutien à l'Ukraine parmi les électeurs de droite aux États-Unis, par exemple. Le soutien à l'Ukraine a chuté de façon spectaculaire au cours des 2 dernières années, et nous voyons des éléments de l'extrême droite au sein du Parti républicain amplifier les conspirations et la désinformation russe sur l'Ukraine, y compris les fausses affirmations selon lesquelles le président juif de l'Ukraine, Zelensky, est en quelque sorte un néo-nazi. Is somehow a neo-Nazi. And so, yeah, all of this is having an impact on Western societies. And, again, Tout cela a un impact sur les sociétés occidentales et celles-ci doivent commencer à travailler ensemble pour s'opposer à cette situation, faute de quoi nous nous dirigeons vers une situation potentiellement très sombre. Biases are inherent in any technology. Les biais sont inhérents à toute technologie. Par exemple, la façon dont les algorithmes présentent des documents aux gens en fonction de leurs préférences, sur la base d'estimations informatiques, de ce que les gens trouvent intéressant, entraîne parfois des biais. Si vous avez des systèmes d'intelligence artificielle, par exemple, qui cherchent à classer les images ou des textes et à faire des recommandations sur cette base, il y aura des fois des biais. Parfois, ils seront plus enclins à mal identifier certains visages, à proposer des mots et des images basés sur certains éléments que les programmeurs ont reflétés dans ces programmes. L'une des choses que nous savons à propos de la mobilisation politique est que ces programmes se concentrent sur les électeurs. Les campagnes vont accorder plus d'attention à des ressources, à ces lieux physiques ou à ces collectivités où les électeurs sont plus susceptibles d'aller voter. Cela peut être le reflet d'un parti pris. La politique est parfois un sport assez brutal, mais nous allons devoir dénoncer ces personnes, ces acteurs qui utilisent des deepfakes et d'autres images, textes et vidéos générés par l'IA, qui ont pour but de nuire et de salir. Nous allons maintenant devoir le dénoncer et dire que c'est inapproprié. It may be a myth. C'est peut-être un mythe de croire que la démocratie est un processus rationnel, qu'elle repose sur l'idée que nous, les électeurs, avec toutes les informations dont nous disposons, prenons les meilleures décisions dans les urnes. Make the best decisions at the polls. But to some extent, Mais dans une certaine mesure, ce mythe est nécessaire. Nous devons croire que le système est rationnel à un certain niveau et qu'il peut discerner la vérité du mensonge. and if we find that that's not the case, Si nous découvrons que ce n'est pas le cas, cela posera un problème important pour les fondements de nos démocraties. Compte tenu de l'envergure mondiale des médias sociaux, les acteurs étatiques utilisent ces plateformes pour diffuser un flux maximal de désinformation. En 2021, l'ingénieure en données et chercheuse scientifique Frances Haugen a adopté un autre titre, celui de dénonciatrice de Facebook. Elle a révélé publiquement plusieurs problèmes concernant Facebook, notamment son rôle dans la propagation de la désinformation. J'ai rencontré Frances Haugen pour en savoir plus sur ce qu'elle a vécu. Voici notre conversation. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Si vous le permettez, je voudrais commencer en 2019, parce que cette année-là, vous avez été nommé responsable de l'équipe de Facebook chargée de la surveillance de la désinformation civique, et que vous avez essentiellement travaillé sur le rapport entre désinformation et démocratie. Donc je me demande, parce que c'était tout de même il y a quelques années, ce que vous perceviez déjà à l'époque. C'est intéressant. Je pensais venir travailler sur la désinformation aux États-Unis et au Canada, mais en fait, je me suis retrouvée à travailler sur la désinformation partout où Facebook n'avait pas de vérificateur de faits
tiers. Les vérificateurs sont donc des personnes qui essaient de trouver des histoires individuelles et de dire si elles sont vraies ou fausses. Ce qui m'a choqué, c'est la réalité pour la plupart des utilisateurs dans le monde. Facebook n'avait pas de système de vérification des faits et n'en avait pas non plus pour la plupart des langues du monde. Il n'y a pas de système de sécurité. Ainsi, Facebook ne prend en charge que quelques langues comme l'anglais et le français. Comment avez-vous procédé avec votre équipe pour identifier des exemples de désinformation? Et comment les avez-vous traités? Comme nous ne pouvions pas compter sur les vérificateurs de faits, nous avons dû réfléchir de manière plus globale, notamment à la façon d'aborder la désinformation. Si l'on ne peut pas examiner des histoires individuelles, il faut se poser des questions telles que pourquoi le système dans son ensemble promeut-il des contenus extrêmes plus que d'autres contenus? C'est pourquoi notre équipe s'est d'abord concentrée sur des questions telles que pouvons-nous identifier quand un lieu est en proie à la désinformation? Facebook disposait des outils nécessaires pour réduire le volume et les tensions, mais il ne les déployait qu'en cas de violence active sur le terrain. On voit que les choses changent du tout au tout puisque vous devenez la dénonciatrice de Facebook, ce que vous reconnaissez vous-même dans votre livre de l'année dernière. Quel a été le tournant pour vous? À quel stade en êtes-vous arrivé à cette conclusion « Je ne peux plus travailler pour Facebook » ? Je pense que c'est une question difficile. Je ne travaille plus pour Facebook, mais si je le pouvais, j'y retournerais et j'y travaillerais aujourd'hui. Facebook est tellement important, c'est l'Internet pour certaines des personnes les plus vulnérables au monde, dans des endroits comme les pays africains, dans l'Asie du Sud-Est. La question est de savoir s'il existe des informations dont le public a désespérément besoin. Suis-je prête à devenir un dénonciateur? Que s'est-il passé lorsque Facebook a dissous l'équipe d'intégrité civique ou la branche de Facebook chargée de veiller à ce que Facebook soit une force positive dans le monde? Ils l'ont dissoute juste après les élections de 2020. C'est à ce moment-là qu'il m'est apparu clairement que Facebook ne pouvait pas rectifier le tir tout seul et qu'il avait besoin de l'aide du public. Facebook ne pouvait pas trouver la solution seul. Pensez-vous que les entités publiques puissent réellement faire quelque chose pour contrer la désinformation telle qu'elle existe à travers les médias sociaux? Comme je l'ai déjà dit, il existe de nombreux outils. Imaginez quelque chose d'aussi simple que de devoir cliquer sur un lien avant de le partager de nouveau. Vous devriez voir ce que vous allez partager. Cela peut sembler un petit changement, mais il permet de réduire de 10 à 15% le nombre de fausses informations. Il existe un grand nombre de changements de ce type qui ne sont pas très compliqués et qui n'impliquent pas de vérifier des éléments de contenu individuel. Mais si ces mesures ne sont pas utilisées aujourd'hui, c'est parce qu'elles incitent à maximiser les profits au détriment de la sécurité publique. Le gouvernement peut donc faire quelque chose comme le projet de loi canadien sur les préjudices en ligne. Il est possible de modifier les incitatifs. Les plateformes sont-elles prêtes à apporter des changements pour réduire la désinformation? Imaginez qu'un seul changement réduise la désinformation sur une plateforme de 35%. Mais qu'en même temps, l'utilisation diminue de 1%. Est-ce que ce 1% de profit en moins vaut 35% de désinformation en moins? Nous ne voyons pas ce qui se passe en coulisses. Nous n'avons pas la possibilité de voir quels étaient les compromis. Mais Facebook a démontré à maintes reprises qu'elle préférait le profit à la sécurité publique. Je vous écoute et je me dis que le monde a également changé, bien sûr, avec l'avènement de l'IA, et que ce n'était pas quelque chose dont vous vous occupiez avec Facebook en 2019. Est-ce que cela complique la situation en matière de désinformation et de quelle manière? Lorsque nous examinons la manière dont nous voulons résoudre ces problèmes, nous devons nous rendre compte que l'IA fait évoluer ces systèmes d'une manière inédite. Auparavant, il fallait trouver un compromis entre le nombre de personnes pour lesquelles on voulait payer, le nombre d'employés pour mener à bien une campagne d'information et le nombre de fois où l'on voulait répéter une information. Combien de personnes dois-je employer pour mener à bien ma campagne d'information et combien de fois dois-je répéter ce que je dis? Il peut y avoir quelques personnes qui, en répétant la même chose encore et encore, peuvent mener une opération d'influence. C'est ainsi que nous avions l'habitude d'attraper le problème dans les systèmes. Nous identifions la répétition. Aujourd'hui, avec l'introduction de l'IA, chaque élément de désinformation peut être légèrement différent. Il n'y a pas de répétition. Et nous avons déjà vu des exemples de technologies utilisées de cette manière. Compte tenu de cette difficulté supplémentaire, si vous examinez la responsabilité sociale des médias sociaux comme Meta, X et d'autres, que doivent-ils faire selon vous pour lutter contre la désinformation? Chaque trimestre,
Facebook publie le nombre de faux comptes supprimés. On pourrait penser qu'avec l'essor de l'IA au cours de l'année écoulée, de nombreux comptes seraient supprimés et que cela augmenterait de façon spectaculaire. Or, les statistiques montrent que le nombre de faux comptes supprimés a chuté. Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais Facebook s'est vanté l'année dernière de son efficacité. Ils ont licencié des milliers de personnes qui travaillaient sur la confiance et la sécurité. Mes chercheurs préférés ont tous quitté l'entreprise. Et ce n'est pas volontaire. L'obligation la plus importante pour ces entreprises de médias sociaux est d'investir de manière adéquate dans des équipes chargées d'identifier les modèles de ces faux comptes. Meta, TikTok et X. Ils pourraient tous supprimer beaucoup plus de faux comptes. Et ce sont eux qui propagent la désinformation. Mais ils ne peuvent le faire que s'ils sont prêts à payer le personnel nécessaire. Des lois efficaces sur la responsabilité en ligne contribuent à modifier ces incitatifs. Vous savez, chaque personne qui recherche un faux compte coûte de l'argent et il ne rapporte pas plus de bénéfices ou du moins pas à court terme. Avoir un système qui n'est pas agréable parce qu'il y a trop de faux comptes diminue la rentabilité à long terme. Nous voulons des lois qui contribuent à modifier ces incitatifs. Ils doivent prendre les bonnes décisions chaque jour. Je me pose la question car vous avez rencontré de nombreux dirigeants politiques, non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier. Quels conseils leur donnez-vous sur l'incidence du cadre législatif ? Ce que je dis toujours aux législateurs, c'est que nous en sommes au point où rien ne se passera. Vous savez, il y avait autrefois 3 options. Soit on maintenait le statu quo, on ne faisait rien, soit on prend des mesures modérées ou radicales. Ce que je dis toujours, c'est que pour chaque question sociale, il y a un nombre fini d'enfants que nous sommes prêts à blesser. Et quand nous franchissons cette limite, souvent l'action est dramatique. Mais je dis toujours que le choix n'est pas d'agir ou de ne pas agir, mais plutôt agissons-nous avec quelque chose de pratique, de modéré, d'intentionnel, ou bien attendons-nous à ce que les préjudices soient déplorables ou allons-nous adopter quelque chose qui touche les émotions ou l'extrême? Nous en voyons déjà les prémices aux États-Unis où différents États adoptent des lois radicalement différentes sur les préjudices en ligne. Voulons-nous quelque chose d'extrême qui risque de violer la vie privée des enfants? Voulons-nous réfléchir à quelque chose d'intentionnel et de pratique et de le faire aujourd'hui même? Vous dites que nous avons dépassé le stade où l'inaction est encore un choix possible. Est-ce que vous espérez par conséquent que notre société dispose ou se dote des outils nécessaires pour contrecarrer ce phénomène? Je crois que l'Union européenne et le Royaume-Uni ont démontré que les nations peuvent agir. Les communautés et les nations peuvent agir. L'une des choses que les Canadiens savent, c'est que le projet de loi canadienne, les préjudices en ligne, a été élaboré d'une manière très différente de tous les autres grands textes de réglementation en ligne. De nombreuses assemblées publiques ont été organisées. Le gouvernement a consulté les Canadiens sur les conflits inhérents à ces questions et a élaboré un compromis. Vous savez quoi? C'est quelque chose sur lequel nous pouvons nous mettre d'accord. Quant au projet de loi sur les préjudices en ligne, je suis très optimiste, car il est plus strict, il est plus efficace, disons, que celui de l'Union européenne. Je suis très enthousiaste à l'idée que non seulement le Canada l'adopte, mais qu'il serve de modèle à des pays comme l'Australie ou le Brésil. Ils en sont avides, mais ils n'ont peut-être pas accès aux mêmes ressources que le Canada. Nous nous sommes entretenus avec 2 personnes qui connaissent de première main les défis que la désinformation pose à la démocratie dans le monde entier. Nous vous proposons de les écouter. My name is Jonathan Seviov, and I'm the Secretary General of the Estonian Foreign Ministry. Je m'appelle Jonathan Sevir et je suis le secrétaire général du ministère estonien des Affaires étrangères. Pour nous, démocratie, la désinformation est franchement une menace existentielle. Mais nous devons être conscients du fait qu'il s'agit d'outils utilisés par nos adversaires autoritaires qui souhaitent saper la démocratie, détruire notre capacité à défendre notre mode de vie dans le monde et créer autant de paralysie et de chaos que possible au sein de nos sociétés. The Russian modus operandi when it comes to disseminating disinformation. Le mode opératoire russe en matière de diffusion de la désinformation est conforme à ce qu'ils ont essayé de faire à l'époque de la guerre froide, sous l'égide de l'Union soviétique. La technologie a changé, ils peuvent désormais utiliser les médias sociaux et l'Internet pour diffuser leurs récits. Mais les éléments de base du modus operandi sont les mêmes. So what they're trying to do is not convince us. Ce qu'ils essayent de faire, c'est nous convaincre dans nos sociétés d'une autre version de la vérité. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de diffuser suffisamment de récits erronés pour nous plonger dans la paralysie, voire le chaos. Chaos. I mean, eventually, there's a risk that democracy will cease to work. Je veux dire qu'à terme, il y a un risque que la démocratie cesse de fonctionner si les gens perdent confiance dans les institutions démocratiques. Les démocraties dépendent tellement de la confiance.
Je ne parle pas de la confiance dans les dirigeants politiques ou dans les partis politiques. This can change, and that's okay. I mean, this is normal in democracies to. Les gouvernements vont et viennent, et c'est normal. C'est normal dans les démocraties, car ils perdent la confiance du public. La confiance dont je parle, c'est la confiance dans nos institutions. Vis-à-vis our institutions, the core institutions of our government. Les institutions fondamentales de notre gouvernement. Si nous commençons à perdre cette confiance, nous avons un problème. Et je pense que dans le monde libre, nous voyons ce problème s'aggraver. La dernière fois que la société humaine a connu un changement important dans la manière dont les hommes interagissent les uns avec les autres, c'était au milieu ou à la fin du 19e siècle, lorsque la presse à imprimer est devenue courante et que l'industrialisation a amené les gens de la campagne vers les villes. Industrialization brought people from the countryside to the cities, and it shook society and its institutions to the core, the absolutist monarchies of Europe. Les dirigeants européens ont été incapables de se réformer pour relever les défis de l'époque. L'avantage, c'est que la démocratie a prouvé au fil du temps qu'elle était extrêmement flexible. Nous sommes capables de nous adapter à de nouvelles situations parce qu'il existe des mécanismes en place dans notre système de gouvernement qui nous ont aidés à alléger la pression. Si vous n'êtes pas satisfait du gouvernement, vous pouvez voter pour le révoquer. I'm sure the same challenges are confronting our authoritarian. Je suis sûr que nos collègues autoritaires sont confrontés aux mêmes défis. Flexibility, increasing mechanisms in their societies. So, il n'y a pas de mécanisme d'accroissement de la flexibilité dans leur société, et ils sont donc également sous pression. Ce n'est pas comme si nous étions les seuls à être affectés par ces changements. La question est de savoir si nous avons assez de temps et si nous sommes assez intelligents pour nous adapter aux réalités changeantes avant que les tensions ne deviennent trop importantes. La montée des forces politiques extrémistes, la polarisation au sein de nos sociétés sont autant d'indicateurs du même grand changement stratégique qui est en train de s'opérer. That is taking place. So we'd better take all of this seriously. Now the attacks. Nous devons donc prendre tout cela au sérieux. Les attaques menées contre nous par les États autoritaires comme la Russie doivent également être prises au sérieux, et il faut y faire face à court terme. À long terme, nous devons être en mesure d'adapter nos démocraties aux réalités changeantes, et là encore, je pense que l'éducation sera un élément clé. Je dirais qu'aujourd'hui, en 2024, l'un des plus grands problèmes pour les gouvernements, c'est que la Silicon Valley et beaucoup de plateformes de la tech ont changé d'attitude vis-à-vis de ces questions-là. On a eu, après la surprise stratégique de 2016 et après la découverte de la campagne russe qui a visé l'élection présidentielle américaine de 2016, un moment de foisonnement, je dirais, où beaucoup d'outils, de méthodes, d'équipes et de règles ont été rapidement mises en place pour éviter que ces problèmes se reproduisent, pour que les plateformes puissent plus rapidement détecter ce genre de manipulation et d'ingérence, pour qu'on puisse avoir un débat plus transparent quand elles ont détecté quelque chose, pour qu'elles puissent les partager même parfois les données avec des chercheurs. Et malheureusement, depuis 2020, il y a eu un changement d'attitude. Beaucoup des règles qui avaient été mises en place après 2016 ont été abandonnées. Beaucoup des équipes qui travaillaient sur ces sujets ne travaillent plus pour ces plateformes et beaucoup des outils, notamment les outils qui permettaient aux chercheurs d'avoir accès aux données pour qu'ils puissent eux-mêmes faire ces analyses, ont malheureusement été démantelés. Du coup, je dirais qu'en 2024, c'est ça le plus grand challenge pour les gouvernements, c'est comment re-responsabiliser les plateformes vis-à-vis de ces questions de manipulation de l'information et d'ingérence. C'est aussi un moment où on a de nouvelles technologies. Par exemple, dans un moment où il y a énormément d'élections en 2024, on se demande également comment gérer à la fois les risques et les opportunités de défense et de détection que peuvent apporter des technologies comme l'IA générative. Je suis réaliste, mais optimiste. Et je vous dirai pourquoi. Je trouve que même si parfois les démocraties prennent un peu plus de temps à trouver les cadres réglementaires qui répondent à ces questions-là, on avance quand même. Et par exemple, je trouve que ce qui se passe en Europe avec le Digital Services Act, le DSA, le DMA, le Digital Markets Act et le AI Act,
c'est aussi un moment d'espoir d'avoir un format de régulation qui nous permettra de responsabiliser les plateformes, de continuer l'innovation et de pouvoir comme ça créer un espace numérique qui reflète nos valeurs démocratiques. Donc, je crois quand même que même si parfois les progrès sont lents, ils sont réels et que ce sont ces nouveaux cadres juridiques qu'il faut mettre à l'œuvre. Je crois aussi que on a un moment de renouveau aussi dans les technologies qu'on utilise. Il y a de nouvelles technologies, mais aussi de nouvelles plateformes. Et puis enfin, je trouve, en tant qu'enseignante, quand je regarde mes étudiants, je trouve que les générations qui viennent sont aussi très préoccupées de ces questions-là. Elles pensent souvent à la protection de la vie privée dans les réseaux sociaux. Elles pensent souvent aussi à la fiabilité des informations qu'elles consomment. Et j'ai espoir aussi dans cette nouvelle génération qui a peut-être grandi plus que nous tous avec ces outils numériques et qui en a une certaine exigence également. Nous venons d'entendre des préoccupations sur l'intelligence artificielle, la démocratie et la désinformation. Est-ce que ces préoccupations sont partagées par tous les Canadiens? Et que révèle notre sondage sur les électeurs alors qu'ils anticipent les prochaines élections fédérales de 2025? Écoutons à nouveau Philippe Fournier, rédacteur en chef Québec 125. Je crois qu'il y a beaucoup de méfiance envers les logiciels d'intelligence artificielle, surtout les logiciels de conversation, où en écrivant des questions, on peut converser avec la machine. Je n'ai pas autant peur que l'intelligence artificielle nous dépasse. J'ai peur que nous nous abaissons à elle. Et dans un contexte électoral, les gens pourraient recevoir des appels, recevoir des textos, recevoir des courriels, qui ne seraient pas écrits ou utilisés par des humains avec des bonnes intentions, mais bien par des robots qui peuvent dire un peu n'importe quoi, qui ne sont pas tenus à une certaine rigueur journalistique parce que justement, ce sont des robots. Alors, dans un contexte électoral, est-ce qu'un parti pourrait décider de juste complètement noyer l'information disponible dans une mer de commentaires de ChatGPT et d'autres? La réponse, c'est oui. J'espère que nous n'en arriverons pas là, mais si la fin justifie les moyens qu'il faut gagner à tout prix, certains politiciens pourraient y voir un avantage par rapport à leurs rivaux. Ben, pour les partisans de la démocratie, en effet, c'est un problème. Pour ceux qui se disent c'est normal d'avoir des élections qui sont débattues sur des idées, un parti gagne, un parti perd, il y a une rotation des gens au pouvoir. Je crois que c'est inquiétant de voir des politiciens qui sont de plus en plus enclins à dire « je ne veux pas avoir une démocratie, je veux que mon côté gagne à tout prix ». Et l'IA embarque là-dedans. Est-ce que cet outil-là pourrait encore une fois noyer de bruit toute l'information disponible? Le but n'est pas autant de faire de la propagande, mais le but est de rendre les gens le plus cyniques possible pour qu'ils ne croient plus rien. Et les chiffres du sondage pointent un peu dans cette direction-là. Il y a une inquiétude, mais je ne pense pas que les Canadiens savent vraiment comment réagir, comment légiférer là-dessus. J'aimerais bien sûr que les électeurs soient le plus informés possible, mais encore une fois, l'information prend de l'effort, alors que la désinformation, c'est passif. On est devant notre écran de désinformation et on absorbe. Alors, c'est pas seulement au Canada, bien sûr. Les pays occidentaux font face à de tels problèmes. Je ne connais pas les solutions et je suis bien curieux de voir comment nos dirigeants vont choisir de gérer ça. 71% des Canadiens sont assez préoccupés ou très préoccupés par l'état de la démocratie au Canada. Selon le sondage Abacus Data commandé par CEPAC, près des 3/4 des personnes interrogées pensent que l'on cache des informations importantes au public. À venir, nous allons nous entretenir avec Élections Canada, des députés, des experts et des personnes en première ligne de la technologie au sujet de leur travail de lutte contre la désinformation, d'éducation du public et de protection du processus démocratique. Mais d'abord, nous voulions savoir si les Canadiens ont confiance dans le système politique actuel. Écoutez. Je pense que c'est compliqué, que c'est une question qui
demanderait un contrôle du gouvernement sur les réseaux sociaux qui serait compliqué à mettre en place, je pense. Je suis pas sûre. Parce que c'est quelque chose qui est trop wild pour être contenu, j'ai l'impression. Ils vont essayer de faire quelque chose, ils vont mettre des barrières quelque part, puis ça va s'immiscer dans d'autres places. Il va toujours avoir des fuites, puis si, selon l'époque, si on est attiré par ça en tant qu'utilisateur, ça va faire son chemin de toute manière. Fait qu'on peut essayer, je pense, d'essayer de mettre des barrières, mais je pense pas qu'au final, ça va être vraiment effectif. Ouais, il peut le protéger s'il met le paquet pour pouvoir mettre les choses en place normal et juste. On peut le faire sans l'extérieur. J'aimerais penser que oui. Les démarches pour ça, je pense qu'on est pas mal éloigné d'une solution, mais on espère. Que fait donc Élections Canada pour préparer les Canadiens à la prochaine élection fédérale et pour protéger le processus démocratique? Mathieu McKenna est le porte-parole d'Élections Canada. À la fin de la journée, je pense que les Canadiens peuvent avoir confiance que l'information qu'ils cherchent à élections.ca, l'information d'Élections Canada, est exacte et fiable. Je pense que c'est très important qu'ils ont une source d'information qui est fiable comme ça. Alors, on les encourage de tourner à nous pour chercher cette information-là. Je pense que dans toute société libre, il y a toujours le risque d'avoir un peu d'informations inexactes en circulation, surtout pendant une période électorale où le volume d'informations s'augmente. Alors, je pense que c'est important que les Canadiens ont confiance qu'ils peuvent tourner à nous pour chercher l'information ou les renseignements exacts pour naviguer le système électoral du Canada. Je pense que tout le monde a un rôle à jouer en termes de vérifier leurs sources, d'assurer que l'information qu'ils cherchent est exacte et fiable. Notre sondage nous a appris que les Canadiens considèrent que la désinformation pose problème et que 46% d'entre eux y voient une menace majeure pour la démocratie. Que peut-on faire pour aider les Canadiens à détecter la désinformation et empêcher que la confiance dans nos institutions ne s'érode davantage? Voici les recommandations de quelques experts. Nous devons commencer à prêter attention à cette érosion de la confiance, à apprendre de nos alliés qui ont reconnu cette rupture de confiance dans leur propre société et qui ont cherché à développer des stratégies pour développer la cohésion et pour construire une résilience à long terme contre les efforts dans leur pays. Nous pourrions également nous inspirer d'un gouvernement comme celui de la Suède, qui a mis en place une unité de défense psychologique au sein de son gouvernement, car c'est véritablement ce qui est attaqué, notre conscience cognitive. Et lorsqu'il s'agit de gouvernements étrangers, c'est notre souveraineté cognitive qui est attaquée. Il est donc essentiel de disposer d'une section ou d'une unité au sein du gouvernement qui cherche activement à identifier, surveiller, exposer et contrer ces récits. Expose and counter those narratives is critically important. La technologie des téléphones intelligents a changé la façon dont nous interagissons avec l'information et cela affecte la jeune génération en particulier. Nous pensons donc qu'il faut adopter une approche fondée sur l'éducation, détenir toutes nos informations des médias sociaux et nous devons veiller à ce que cet espace soit sain, avec un discours sain et à ce que la vérité ne soit pas seulement quelque chose que nous recherchons, mais qu'elle ait de la valeur. Et si nous n'enseignons pas cela aux jeunes, ils n'accorderont pas de valeur à la vérité. Ils ne verront pas qu'elle a plus de valeur que les escrocs ou les menteurs. Ou vous savez, les gens qui ont leur propre agenda et qu'ils vont en ligne tout le temps. Le Canada peut-il faire plus? Oui, il doit absolument en faire plus. Il s'agit même en partie d'une question de ressources et de financement de la recherche. Il s'agit de soutenir des organisations comme MediaSmart qui font beaucoup pour développer l'éducation aux médias. Il s'agit d'examiner de plus près l'éducation des enfants à ces questions de littératie numérique. Et je pense que cela nécessite une collaboration entre les gouvernements fédéraux et provinciaux parce que les pouvoirs de ces différents gouvernements sont différents pour traiter ces questions. Cela nécessite donc une collaboration, et nous ne l'avons pas pour l'instant. Si le Canada veut réussir en ce moment de grands changements, nous n'y parviendrons pas en restant seuls. Nous n'y parviendrons pas en nous réfugiant dans nos espaces confortables où nous pouvons croire ce que nous voulons croire. Nous y parviendrons en transcendant les différences,
en nous engageant en faveur d'un avenir positif mais gouverné. Cela signifie que les citoyens doivent s'impliquer davantage dans notre démocratie. Cela signifie que les dirigeants, les entreprises technologiques doivent être plus réactifs à ce que les citoyens attendent de nous en ce moment. Une majorité des Canadiens se disent préoccupés par l'état de notre démocratie. Est-elle solide? Voici une partie de ma conversation avec Taylor Owen, directeur fondateur du Centre pour les médias, la technologie et la démocratie de l'École des politiques publiques Max Bell à l'Université McGill. Selon vous, où en est la démocratie canadienne de nos jours? Strong compared to both. L'état de la démocratie canadienne est relativement robuste par rapport à d'autres pays équivalents. Certaines de nos préoccupations se retrouvent dans le discours public. Je pense qu'en réalité, nous sommes dans une meilleure posture que ce que nous pensons en tant que politiciens. Ceci étant dit, la plupart des lignes de tendance qui nous permettent de mesurer la santé d'une démocratie sont en détérioration. Je pense donc que nous sommes sur une trajectoire négative pour la plupart des indicateurs, mais pas tous. Mais dans l'ensemble, la santé démocratique n'est pas des meilleures. Democratic health. Dites-nous un peu plus sur ces mesures. Quelles sont les composantes d'une démocratie qui indiquent qu'elle est en bonne santé? L'une d'entre elles pourrait être le nombre de personnes qui participent au discours public. Dans de nombreux cas, cette participation s'accroît de manière structurelle. Un plus grand nombre de personnes dans notre société peuvent participer ou sont autorisées ou encouragées à participer à notre discours. À certains égards, la situation est donc bien meilleure qu'il y a 20 ou 30 ans. D'autre part, la nature de notre écosystème numérique et certains des préjudices qui y sont présents excluent certains groupes. Il faut donc faire contrepoids à ces deux éléments. Dans l'ensemble, un plus grand nombre de personnes sont beaucoup plus libres de participer au discours public. Mais les méfaits de l'écosystème censurent, réduisent au silence et excluent certaines personnes. Cette tendance va donc à l'encontre de la tendance positive qui a été contrecarrée par la conception de l'écosystème numérique. Cela oblige certaines personnes à quitter le marché. Je pense donc qu'il s'agit d'un défi. Prenons l'exemple de la polarisation. Là encore, ce n'est pas évident, car un certain degré de polarisation sera toujours présent dans une démocratie. We're not going to agree on everything. Nous ne serons pas d'accord sur tout. Est-ce que cela fait de nous des êtres polarisés les uns par rapport aux autres? Eh bien, tant que nous avons la possibilité d'exprimer nos différences et de les réconcilier éventuellement, ou d'avoir des choix démocratiques qui représentent nos différences tout en continuant à nous apprécier les uns les autres en tant que membres de la société, alors la polarisation est acceptable. Toutefois, la tendance est à la polarisation effective, ce qui signifie que je ne me contente pas d'être en désaccord avec vous sur une question donnée. Je vous déteste activement en raison de vos convictions ou je ne veux pas que mes enfants jouent avec les vôtres en raison de nos divergences de point de vue sur un sujet donné. Cette friction est dure est souvent appelée polarisation effective et elle est en augmentation. La polarisation en soi n'est donc pas nécessairement un problème majeur, mais la polarisation effective ou l'aversion active à l'égard de quelqu'un en raison de ses convictions, que nous observons de plus en plus, est en partie due à la nature de notre écosystème numérique. Il s'agit d'une tendance négative. Je pense donc qu'à travers toutes ces variables, nous devons trouver un équilibre entre les trajectoires générales que nous avons suivies en tant que société et certaines de ces nouvelles variables qui découlent des modes de conversation actuels, des modes de participation démocratique en tant que société dans notre sphère publique par le biais de la technologie. C'est pourquoi je m'efforce de comprendre comment cette médiation par la technologie améliore ou, dans de nombreux cas, nuit à la santé de notre démocratie. Parlons un peu plus de ce qui nuit, de ces préjudices. Quel est l'impact de la désinformation sur la démocratie? At the baseline, some degree of accepted reality is required for a democratic society. Ainsi, à bien des égards, une société démocratique a besoin d'un certain degré d'acceptation de la réalité. Fondamentalement, nous devons tous nous mettre d'accord sur une sorte de cadre de base à travers lesquels nous devons participer en tant que citoyens à une démocratie. Nous ne pouvons pas tous croire en ces versions fondamentalement différentes de la réalité. C'est ce que font les campagnes de désinformation à grande échelle. Elles sapent ce type de base fondamentale sur laquelle nous pouvons être en désaccord. Cette sorte de réalité factuelle sur laquelle nous pouvons ensuite avoir des désaccords démocratiques. C'est donc une façon de procéder et une façon d'affecter la démocratie. Mais il y a une autre façon un peu plus subtile. Comment influence-t-elle artificiellement nos opinions d'une manière dont nous ne sommes pas toujours conscients, qui souvent ne peut être contrée parce que nous ne savons même pas qu'elle se produit?
Lorsque ce système s'effondre, lorsqu'il est corrompu par de fausses informations, par des interférences étrangères ou par des paramètres d'engagement d'un algorithme, toutes ces variables modifient la structure. La disparition du journalisme dans notre écosystème est là. C'est une variable qui a changé la structure et le caractère de l'écosystème. That's a variable that's changed the structure and character. La technologie et les plateformes des médias sociaux évoluent très rapidement. Avons-nous les garde-fous nécessaires pour protéger nos institutions et nos citoyens de la désinformation et mésinformation en pleine prolifération? From the spread of disinformation and misinformation. No, absolutely not. Non, absolument pas. Nous avons été incroyablement lents à mettre en place ces garde-fous et à utiliser les outils existants pour voir comment ils fonctionnent dans ce nouveau écosystème numérique. Prenons par exemple les lois existantes sur la protection de la vie privée. Nous n'avons pas mis à jour notre loi sur la protection de la vie privée. On pourrait penser que c'est la première chose à faire quand tout à coup, nous savons qu'un grand nombre de préjudices que nous constatons sur l'Internet sont liés à l'utilisation malveillante de nos données. Data being used in a malicious way, right? Maybe the first thing we would have done is taken the tool we already have. La première chose à faire aurait été peut-être de prendre l'outil dont nous disposons déjà, à savoir la législation sur la protection de la vie privée, et de l'adapter à l'Internet, mais nous ne l'avons pas fait. Peut-être serions-nous préoccupés par le fait que les plus grandes entreprises de l'histoire de l'humanité exercent un pouvoir croissant sur notre économie et sur le caractère de notre société démocratique. Peut-être pourrions-nous utiliser la politique de concurrence pour créer plus de dynamisme dans l'économie numérique. Nous ne l'avons pas fait. Nous pourrions peut-être mettre à jour nos lois sur les discours haineux et sur l'influence des élections. Nous avons fait un peu de tout cela, mais pas encore beaucoup. Très peu de ces lois ont été adoptées. Ainsi, nous n'avons même pas fait les choses que nous avons historiquement les outils pour faire, sans parler de commencer à réfléchir sérieusement à ce qu'il faut faire avec des technologies plus avant-gardistes comme l'IA ou différents types de capacités de calcul ou de biotechnologie, ou toutes ces choses dont nous savons que nous sommes à l'aube et qui pourraient nécessiter de nouveaux outils de réglementation et de politique. C'est donc extrêmement frustrant. Au moins, le discours a considérablement évolué ces dernières années. Je pense que nous reconnaissons au moins la nécessité de ces mesures, mais nous avons été très lents à le faire. But we've been very slow to do it. What concern? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus à l'approche des élections fédérales? What worries me is that it's very difficult. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il est très difficile d'imaginer un changement structurel radical dans notre environnement réglementaire, médiatique et technologique d'ici là. Nous sommes donc probablement très attachés à la voie que nous suivons, à savoir un écosystème très vulnérable aux chocs extérieurs et à l'influence étrangère. Il est très difficile d'y voir clair car les entreprises ne sont pas transparentes. Les chercheurs n'ont plus accès à ces systèmes pour les observer, y participer et les comprendre. Sort of closing off access to visibility into their systems. Like researchers no longer have access to watch and participate and understand these systems. So I think we're heading into a fairly opaque period. Je pense donc que nous nous dirigeons vers une période assez opaque, à laquelle s'ajoute une nouvelle technologie qui la rend encore plus opaque. Plus il y a d'IA dans le système, moins il est possible de le connaître. Ma principale préoccupation est que nous faisons de moins en moins confiance aux faits. Nous faisons moins confiance aux institutions qui nous aident à déterminer les faits et la réalité. Et nous n'avons aucune visibilité sur le système qui détermine ce que nous voyons. Je pense donc qu'il y a de quoi s'inquiéter pour les prochaines élections, c'est certain. Why? So I think there's some things to be concerned about for the next election, for sure. Yes. La désinformation, la démocratie, la sensibilisation de l'opinion publique, que pensent les Canadiens de leur démocratie? Et croient-ils que le pays va dans la bonne direction? Nous retrouvons David Coletto d'Abacus Data. Je fais des sondages depuis près de 20 ans. Je n'ai jamais vu une période au cours de laquelle une nette majorité des Canadiens pensent que le pays va dans la mauvaise direction. Cela sur 4 pensent qu'il est sur la bonne voie. Ce chiffre est inférieur à ce qu'il était au cours des premières semaines de la pandémie. En d'autres termes, lorsque les temps sont durs, les gens font un certain nombre de choses. Ils commencent par exemple à expérimenter des idées ou des partis politiques qui ne regarderaient pas normalement, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est que leurs résultats s'améliorent, que leur vie s'améliore. Mais cela a aussi pour effet, lorsque nous nous sentons anxieux, frustrés, désespérés, à bien des égards, de faciliter la persuasion
ou de nous faire croire quelque chose qui n'est peut-être pas vrai. La technologie évolue si rapidement que c'est presque une tempête parfaite. La façon dont nous recevons l'information n'a jamais été aussi fragmentée et nous sommes vraiment grincheux et anxieux en ce moment. Et si on ajoute à cela la rage et la politique populiste qu'on observe dans le monde entier, les choses ne vont que s'aggraver. Et c'est ça qui se passe au Canada. Certains sont profondément sceptiques à l'égard de toute intervention de l'État dans leur vie. D'autres pensent que la nature de notre politique, la rhétorique, la direction prise par d'autres démocraties pourrait finalement nous rattraper. Et cela nous inquiète également. Alors que de nombreux Canadiens s'inquiètent pour notre démocratie, que fait le gouvernement pour s'assurer que notre démocratie et son processus électoral sont protégés? CEPAC a demandé un entretien avec Dominique Leblanc, ministre responsable de la sécurité publique et des institutions démocratiques. Cette demande a été déclinée et aucun autre ministre n'a été délégué pour discuter de cette question avec nous. Nous avons toutefois rencontré 2 députés, le député libéral Anthony Housefather et le député néo-démocrate Alistair McGregor pour parler de leur travail de lutte contre la désinformation et l'ingérence étrangère lors de nos élections. Les conservateurs n'ont mis personne à notre disposition. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir d'être ici. Oui, c'est vrai. Vous avez tous 2 travaillé sur la désinformation par le passé. Je vais commencer par vous, car vous faites partie du comité de l'éthique. Vous vous êtes penché sur la désinformation, sur la façon dont elle affecte le travail des parlementaires aussi. Alors, en vous référant aux témoignages que vous avez entendus, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Je pense que ce qui me préoccupe le plus, c'est que les entreprises de médias sociaux diffusent des tonnes d'informations erronées. La plupart des gens aujourd'hui, en particulier les jeunes, s'informent sur des plateformes comme TikTok ou d'autres plateformes de médias sociaux. Et lorsque vous obtenez vos informations à partir de là, vous commencez à croire chaque petite chose que vous lisez. Les plateformes de médias sociaux utilisent également des algorithmes pour vous diriger vers des contenus qu'elles pensent vous plaire afin de monétiser la plateforme et de vous y maintenir le plus longtemps possible. Ainsi, si vous croyez un certain type de désinformation, vous êtes orienté vers davantage d'informations erronées et vous finissez par avoir une vision du monde très différente de celle que vous auriez si vous lisiez le New York Times, le Washington Post, le Globe and Mail ou le National Post. Alistair, qu'en pensez-vous? Oui, je suis en grande partie d'accord. Je pense que ce dont les gens doivent se souvenir à propos des plateformes de médias sociaux, c'est qu'il ne s'agit pas de places publiques traditionnelles. Elles appartiennent toutes à une entreprise qui cherche à faire des bénéfices. Et elles y parviennent en générant davantage de contenu qui suscite l'engagement des gens. Et il s'agit souvent d'un contenu qui met les gens en colère ou les rend anxieux. Et encore une fois, grâce aux algorithmes qu'ils emploient, ils poussent les gens à s'enfoncer davantage dans ces chambres d'écho, ce qui tend à renforcer leurs croyances. Et je pense, comme Anthony, que j'ai été élu pour la première fois en 2015. Et je pense que c'est l'une des choses troublantes que j'ai vues. C'est que les gens viennent vous voir avec des faits alternatifs qui sont véritablement faux, mais qu'ils croient fermement. Et vous ne pouvez pas vraiment utiliser un type d'argument logique parce qu'ils sont tellement investis émotionnellement dans leur vision du monde. C'est un véritable défi, car je me suis toujours enorgueilli d'être un homme politique qui s'efforce de traiter les faits et de découvrir la vérité. Mais cela a rendu notre travail beaucoup plus difficile. CPAC commissioned a poll which Abacus Data did for us. CEPAC a commandé un sondage à Abacus Data selon lequel 46% des personnes interrogées considéraient la désinformation comme une menace majeure pour la démocratie. Alors, si près d'un Canadien sur 2 pense ainsi, que devrait faire le gouvernement pour barrer la route à la désinformation? Je pense qu'il y a un certain nombre de choses à faire. Certaines sont liées au gouvernement, d'autres non. Premièrement, nous devons nous assurer que des acteurs étrangers ne sont pas impliqués dans notre démocratie en diffusant des informations erronées. Je pense que l'une des choses que l'on apprend, c'est que les messages que l'on voit sur X ou sur d'autres plateformes ne sont pas nécessairement le fait de la personne qui se trouve de l'autre côté de la rue, dans votre ville ou au Canada. Ils pourraient venir de Russie, ils pourraient venir de l'Iran, ils peuvent provenir de pays qui ont une raison spécifique de vouloir créer des divisions en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. L'antisémitisme, par exemple, Michael, est utilisé par la Russie et l'Iran pour tenter de diviser les Canadiens et les Américains. Ils publient des messages qui ne font qu'amplifier la haine et tentent d'encourager les gens de niveau national à voir cette haine. Nous devons donc trouver un moyen d'y remédier. Et nous devons faire en sorte que les entreprises de médias sociaux s'attaquent réellement au problème, car ce sont elles qui contrôlent les messages et les algorithmes. Il ne faut pas de loi qui dise ce que l'on peut ou ne peut pas publier.
mais il faut des chercheurs de vérité. Vous devez avoir des vérificateurs de faits qui diront que ce message n'est pas exact. Veillez les risques et certaines entreprises de médias sociaux sont plus aptes à le faire que d'autres. Les médias sociaux, dites-vous? Mais qu'est-ce que cela signifie qu'il faut s'appuyer davantage sur les médias sociaux que sur les gouvernements? Pour moi, le gouvernement ne peut pas être l'arbitre de ce que vous lisez ou ne lisez pas, parce qu'en fin de compte, vous ne voulez pas que le parti au pouvoir puisse contrôler ce que la presse écrite ou ce que les entreprises de médias sociaux peuvent ou ne peuvent pas écrire, ou ce que vous pouvez ou ne pouvez pas écrire. Mais il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Pour moi, la responsabilité de l'entreprise de médias sociaux est de permettre le signalement de cela et de ne pas utiliser les algorithmes pour vous conduire dans un cloaque ou si vous croyez aux théories du complot, tous les messages que vous lisez sont issus de cette théorie du complot. Et c'est ce qu'ils font. Que répondez-vous à cela, s'agissant de la responsabilité des instances gouvernementales relativement à d'autres entités? Je pense que nous avons besoin d'une certaine mesure de transparence algorithmique. Nous devons tenir ces entreprises responsables de leurs conditions de service et investir dans la vérification des faits, car je sais que les gens pourraient s'inquiéter d'un rôle croissant du gouvernement dans ce domaine. Mais en l'absence de cela, ce que vous dites essentiellement, c'est que vous faites confiance à des gens comme Elon Musk et Mark Zuckerberg pour faire la police à votre place. Il s'agit de PDG milliardaires dont le seul intérêt est de faire en sorte que leurs entreprises fassent plus de bénéfices pour garnir leur compte en banque. Encore une fois, si vous enlevez le mot social, il s'agit d'entreprises de médias. En tant que journaliste, vous et tous les médias traditionnels, êtes tenus de respecter les normes journalistiques. Je pense que nous avons besoin de voir une sorte de chose similaire où il y a un moyen fiable de vérifier les faits du contenu qui est diffusé, parce qu'il est disséminé si vite et si rapidement que nous sommes souvent, en tant que politiciens, mis dans la position d'avoir à y réagir. Je suis évidemment d'accord avec Alistair, mais la transparence des algorithmes est absolument nécessaire. Par ailleurs, il existe désormais une législation qui oblige les plateformes de médias sociaux à suivre leurs propres règles et à les respecter. Et c'est tout à fait dans les limites acceptables. Je pense que la seule question qui se pose est de savoir si l'on exige d'elles qu'elles vérifient que tout ce qui est placé sur leur plateforme par des tiers est vrai ou faux. C'est peut-être un peu exagéré. Nous parlons des médias sociaux et je trouve cela bien intéressant. Mais vous savez, je m'interroge aussi sur le corps politique. Si les journalistes sont régis par une norme journalistique, les politiciens ne doivent-ils pas, eux aussi, se conformer à des normes? Alistair, vous avez utilisé l'expression « faits alternatifs » qui nous vient de Kellyanne Conway à propos d'un commentaire fait par un homme politique. Voici donc ma question. Les politiciens nuisent-ils à la démocratie en utilisant la désinformation pour faire valoir leurs arguments? Je suppose que le meilleur moyen de demander des comptes à un homme politique est la période électorale. C'est l'ultime test de responsabilité pour un homme politique. Mais certains hommes politiques, et c'est le cas dans tous les pays, se sont forgés une image de marque personnelle avec une personnalité un peu exagérée et ils choisissent certains faits pour les adapter à l'histoire qu'ils essayent de vendre aux gens. C'est difficile parce que nous ne voulons pas que nos hommes politiques jouissent de cette liberté d'expression, qu'ils puissent dire ce qu'ils pensent. Retake this second part. After vendre aux gens. C'est difficile parce que nous voulons que nos hommes politiques jouissent de cette liberté d'expression, qu'ils puissent dire ce qu'ils pensent. Mais encore une fois, il doit y avoir une sorte de mécanisme, et je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, qui leur permette de rendre des comptes, ou au moins d'aider les gens qui les élisent à rendre des comptes grâce à une sorte de système de vérification des faits. Qu'en dites-vous, Anthony? Je ne sais pas comment vous pourriez imposer aux hommes politiques les normes journalistiques dont vous parlez, mais je pense que tous les hommes politiques ont une responsabilité, c'est vrai. Je pense que nous devons essayer de faire baisser la température, de ne pas la faire monter, de ne pas essayer de faire en sorte que les gens se détestent. Et je pense que malheureusement, un certain nombre de nos collègues semblent avoir pour objectif de mettre les gens en colère en permanence. Bien, je vous remercie du temps que vous nous avez consacré sur cette question, Anthony Housefather, Alistair McGregor. Soulignons qu'aujourd'hui, la vitesse de propagation de la désinformation est facilitée par l'Internet et les plateformes de médias sociaux. Nous nous sommes donc entretenus avec des représentants des médias tels que X, TikTok et Google au sujet des outils qu'ils utilisent pour lutter contre la propagation de la désinformation, ainsi que des défis auxquels ils sont confrontés. Nous commençons par Kevin Chan, directeur des stratégies de campagne de politique mondiale chez Meta, qui nous en dit plus sur la réponse à la désinformation sur leurs plateformes Facebook et Instagram. Toute désinformation que nous trouvons sur nos plateformes ou qui nous est signalée fait l'objet d'une enquête. Et si nous pouvons confirmer qu'il s'agit en fait d'acteurs malveillants, qui se comportent d'une manière inauthentique, c'est-à-dire qui savent que quelque chose est vrai et qui disent pourtant quelque chose d'autre, alors si nous savons que ce comportement est présent sur nos plateformes, nous enquêtons.
Ensuite, nous supprimons non seulement les comptes qui sont à l'origine de ces actes, mais aussi tout le contenu associé à ces comptes. Nous prenons ensuite des mesures supplémentaires pour nous assurer que ces personnes ne sont pas en mesure de revenir sur la plateforme pour continuer à faire ce qu'elles ont fait par le passé. Alors, pouvez-vous nous décrire les outils que vous utilisez pour la détection et pour les investigations? Peut-être nous parler plus en détail des systèmes employés pour identifier et contrecarrer la désinformation. Bien sûr, nous envisageons donc deux grands ensembles d'outils. Le premier est l'examen humain. Près de 40 000 personnes y travaillent dans le monde. Nous avons également des experts qui ont été formés à ce type de travail, au travail d'enquête et à retrouver des informations sur l'origine géographique, qui nous aident à enquêter sur les plateformes. Nous procéderons donc à des examens proactifs pour trouver ces éléments nous-mêmes. Mais comme je l'ai dit, nous avons aussi une équipe d'experts qui examine différents réseaux dans le monde et tente de les cartographier pour voir si les acteurs sont présents ou non sur notre plateforme. Puis, on fait le travail d'enquête. Il y a l'examen humain, mais il y a aussi l'intelligence artificielle proactive et les examens automatisés qui nous effectuons et qui nous permettent vraiment de faire cela à grande échelle. L'avènement de nouvelles technologies telles que l'IA générative signifie que l'intelligence artificielle est capable de générer des images et des vidéos presque réalistes. Nous avons ajouté une couche supplémentaire de protection de transparence par laquelle si on croit que ces images ont été créées par l'IA générative, nous les étiquetons comme telles, de sorte que lorsque vous êtes sur Facebook ou Instagram et que vous rencontrez ces images ou vidéos, vous serez en mesure de voir qu'elles sont clairement étiquetées comme étant générées par l'intelligence artificielle. Mais l'autre chose que nous faisons concerne la publicité. Nous allons désormais exiger que toute publicité politique générée par l'intelligence artificielle soit divulguée par l'annonceur avant qu'il ne puisse la diffuser. Toujours est-il qu'en 2020, aux États-Unis, Facebook a dissous son équipe chargée de veiller sur l'intégrité civique. Je me demande donc ce que vous avez installé en lieu et place. Vous avez mentionné le travail effectué ici au Canada avec Élections Canada, mais qu'avez-vous mis en place pour garantir l'intégrité des élections? Comme vous le savez, nous travaillons sur ce sujet depuis de nombreuses années. Nous avons lancé l'initiative canadienne pour l'intégrité des élections au Canada en 2019 et nous l'avons fait également en 2021 pour ces deux élections. Donc, je pense que vous pouvez vous attendre à ce que nous fournissions et nous concentrions sur le même type d'initiative, d'outils et de tactiques pour les prochaines élections. Nous sommes donc plutôt satisfaits. Toute révérence gardée, je vous rappelle qu'aux États-Unis, Meta a déclaré que le discours politique est dispensé de la vérification des faits. Étant donné que cette exemption s'applique aux photos, vidéos et autres contenus créés par les candidats, cela revient à leur donner carte blanche pour diffuser ce qu'ils veulent sur vos plateformes. Pourquoi les politiciens sont-ils exemptés de la vérification des faits? Vous conviendrez qu'il n'est pas convenable qu'une entreprise du secteur privé puisse décider si un candidat individuel dans une démocratie doit avoir le droit de dire ce qu'il veut ou pas. C'est un processus qui doit être réglé par le processus démocratique. Nous sommes une plateforme qui permet aux gens de partager, de s'engager avec l'électorat, mais nous ne voulons certainement pas mettre le pouce sur la balance d'une manière particulière. Nous avons des siècles d'institutions développées qui font cela dans un contexte de campagne électorale et nous pensons qu'il est préférable qu'ils continuent à le faire. Quant à X, anciennement Twitter, il se tourne vers ses utilisateurs pour l'aider à faire barrage à la propagation de la désinformation. Il s'agit ici de ce que l'on appelle les Community Notes. Wilfred Fernandez, responsable des affaires gouvernementales mondiales pour les États-Unis et le Canada chez X, explique que leurs recherches montrent que les Community Notes constituent pour eux la meilleure approche. Community Notes est alimenté par un réseau de contributeurs comme vous et moi. Que faut-il pour devenir contributeur? Eh bien, tout d'abord, vous devez avoir un compte en règle. Avoir un compte depuis au moins 6 mois avec un numéro de téléphone vérifié. Cela nous aide à déterminer l'authenticité des contributeurs. Nous intégrons des contributeurs chaque semaine dans le cadre d'un processus équitable et aléatoire. Nous comptons aujourd'hui plus de 500 000 contributeurs dans le monde entier. Community Notes sont disponibles dans 70 pays et dans toutes les langues dans lesquelles X est proposé. Ainsi,
Une fois que vous êtes intégré, vous commencez à évaluer les notes. Au fur et à mesure que vous évaluez les notes comme étant utiles, votre score d'impact augmente et vous débloquez finalement la possibilité de rédiger vous-même des notes. C'est un privilège que vous pouvez perdre si vous écrivez trop de notes inutiles. Votre participation au programme est anonyme. Vous recevez donc un pseudonyme lorsque vous vous inscrivez. Cela permet aux personnes concernées d'ajouter le contexte et nous n'avons pas le pouvoir de placer ou de supprimer une note. C'est important car cela permet d'instaurer la confiance dans le système. Cela signifie-t-il qu'il appartiendra à la communauté de déterminer ce qui constitue potentiellement de la désinformation, ou est-ce que X aura toujours une équipe pour ce faire? Il s'agit donc d'une intervention. Nous avons également d'autres politiques en matière d'information trompeuse. L'une d'entre elles est notre politique d'intégrité civique, qui est active lors des élections et qui vise à lutter contre les informations trompeuses susceptibles d'entraver la participation des citoyens à l'exercice de leur droit de vote. D'autre part, nous avons une politique relative aux médias synthétiques et manipulés. Il s'agit d'une politique de longue date qui concerne les médias synthétiques et manipulés, par exemple, ce qu'on appelle communément des deepfakes. Elle pourrait également s'intéresser aux médias hors contexte. C'est ce que l'on voit souvent ces derniers temps dans le conflit entre Israël et le Hamas, où l'on voit des vidéos d'autres théâtres de guerre datant de différentes années. Nous pouvons qualifier cela de médias manipulés synthétiques. Il s'agit donc de deux autres politiques qui traitent de différents types d'informations trompeuses. D'accord. Mais sur quoi X se base-t-il pour dire que les notes de la communauté sont le meilleur moyen ou simplement un bon moyen pour décourager la désinformation ou la tenir en échec? People will trust. La recherche montre donc que les gens feront davantage confiance à ce type de système décentralisé parce qu'il est alimenté par les gens. Encore une fois, nous pouvons traiter plus d'informations à l'échelle en responsabilisant les contributeurs et en leur donnant les outils nécessaires. Les médias manipulés en sont un exemple. Vous pouvez écrire une note communautaire sur un média spécifique et cette note apparaîtra automatiquement sur tout autre article contenant ce média. So we've had about 3,500 notes written on. Il y a eu environ 3500 notes rédigées sur les médias qui ont été affichées dans 330 000 messages différents. En donnant aux personnes et aux contributeurs cette sorte de super pouvoir qui leur permet d'annoter et de contextualiser des milliers de messages d'un seul coup, c'est assez puissant. In terms of elections, are there... En situation de campagne électorale, X prévoit-il des préparatifs particuliers, notamment pour contrecarrer d'éventuelles manœuvres de la part d'acteurs étatiques en vue d'utiliser une plateforme de médias sociaux pour influer sur le résultat? Lorsque nous parlons de préparation des élections, nous devons être prêts à faire face à de nombreux aspects de la conversation. Il ne s'agit pas seulement d'informations trompeuses sur la manière de voter. Il s'agit de discours violents. Il s'agit de l'usurpation d'identité et de l'utilisation d'identités trompeuses. Il s'agit de toutes sortes de médias manipulés. Et oui, comme vous l'avez mentionné, vous savez, être préparé à la manipulation potentielle des plateformes. Nous disposons donc d'une équipe chargée de la perturbation des menaces. Elle s'attache chaque jour après jour à contrecarrer tous les types de comportements coordonnés et non authentiques, les pourriels ou tout autre type de manipulation de plateforme susceptible d'avoir un impact sur la conversation publique. Ici, aux États-Unis, nous participons à des exercices sur table avec des responsables électoraux locaux afin d'élaborer différents scénarios susceptibles de se produire à l'approche des élections, en collaboration avec le secrétaire d'État et les directeurs électoraux des États. Vous savez, nous avons rencontré plusieurs fois Élections Canada, vous savez, et en préparation des prochaines élections. C'est donc une partie du travail quotidien de mon équipe qui consiste à travailler avec les gouvernements au niveau fédéral, des États et des provinces pour être prêts à organiser des élections équitables. TikTok compterait plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels. À l'instar de Meta, l'entreprise affirme disposer à travers le monde de plus de 40 000 professionnels de la confiance et de la sécurité, chargés d'identifier les contenus qui enfreignent les lignes directrices de la communauté. Comme X, ils autonomisent leurs utilisateurs au moyen d'outils permettant de gérer leurs interactions. Mais que fait TikTok pour former ses utilisateurs? Steve DeHare
est directeur des politiques publiques et des affaires gouvernementales chez TikTok. Nous travaillons donc avec des partenaires du monde entier. Nous disposons d'un réseau de plus de 19 vérificateurs de faits. Ils opèrent dans 50 langues à travers le monde et nous aident à évaluer l'exactitude des informations publiées sur TikTok. Nous pouvons ensuite nous appuyer sur cette évaluation indépendante pour décider de supprimer des contenus dans le cadre de notre politique de désinformation. Nous travaillons également avec des partenaires. J'ai mentionné MediaSmart ici au Canada. Le mois dernier, nous avons publié avec eux notre guide des gardiens pour TikTok. C'est la première fois que nous réalisons ce type de projet au Canada. Il s'agit d'un document destiné aux parents et tuteurs canadiens, en particulier ceux qui ne sont pas sur TikTok ou qui ne connaissent pas TikTok, pour les aider à comprendre la plateforme, une partie de la terminologie et en particulier les paramètres qui existent afin qu'ils puissent avoir ces conversations avec leurs adolescents. L'application propose également une fonction appelée couplage familial qui permet aux parents de contrôler les paramètres de confidentialité, le temps d'écran et d'autres éléments similaires sur l'appareil de leur adolescent sans avoir à lui arracher l'appareil des mains. J'aimerais également parler de l'IA générative. Je me demande si TikTok étiquette le contenu généré par l'IA. Existe-t-il des règles concernant l'utilisation de ce contenu sur votre plateforme? Nous avons été l'une des premières plateformes à mettre au point un outil permettant à un créateur ou à un utilisateur d'activer un simple bouton lors du téléchargement de la vidéo. Cela permet d'apposer un badge sur la vidéo afin que tout utilisateur qui la voit sache qu'il s'agit d'un contenu généré par l'IA. Je commence à voir cela de plus en plus souvent dans l'application. Plus de 37 millions de créateurs ont utilisé cet outil depuis son lancement à l'automne dernier. Il y a 5 ans, TikTok a annoncé qu'il interdisait aux politiciens de diffuser sur sa plateforme des publicités liées aux élections. Cette interdiction est-elle toujours en vigueur? Et deuxièmement, s'applique-t-elle de la même manière dans le monde entier? Vous avez tout à fait raison. Nous n'autorisons pas la publicité politique ou thématique sur la plateforme. Il s'agit d'une politique globale 365 jours par an qui s'applique partout. La raison en est que la publicité politique payante ne correspond pas vraiment au type de contenu amusant que les gens viennent chercher sur TikTok. Nous avons donc pris la décision de ne pas autoriser cette pratique sur la plateforme. Votre plateforme a été interdite par plusieurs gouvernements en raison de problèmes de cybersécurité, car elle appartient à une personne basée en Chine. Quelle garantie TikTok peut-elle donner à des pays comme le Canada que sa plateforme ne sera pas utilisée par des acteurs étatiques étrangers pour s'ingérer ou pour semer la désinformation avant et pendant une élection? Nous prenons ces préoccupations très au sérieux et nous ne sommes pas d'accord, car nous travaillons sans relâche pour garantir la sécurité de notre plateforme. Nous n'avons jamais partagé et nous ne partagerons jamais les données des utilisateurs canadiens avec le gouvernement chinois. Nous publions 2 fois par an un rapport de transparence qui répertorie toutes les demandes d'information émanant du gouvernement ou des autorités chargées de l'application de la loi qui requièrent une autorisation judiciaire en bonne et due forme. Nous n'avons jamais reçu d'autorisation de la Chine et nous la refuserions si nous devions en recevoir une. Les données des utilisateurs canadiens sont stockées aux États-Unis, à Singapour, en Irlande et en Malaisie. C'est tout. Notre société mère, ByteDance, est une société privée. Nous avons travaillé sur plus de 150 élections majeures dans le monde entier au cours des dernières années. Nous nous préparons pour les élections américaines, évidemment, plus tard dans l'année, et pour les élections canadiennes qui auront lieu peu de temps après. Pour les élections de 2021 au Canada, nous avons travaillé avec Élections Canada pour créer un Hub in App pour les utilisateurs de TikTok qui donne aux Canadiens des informations sur quand, où et comment voter. Il s'agissait d'informations authentifiées par Élections Canada qui renvoyaient à leur site web et un lien vers ce Hub in App apparaissait sur chaque vidéo liée aux élections que les Canadiens voyaient pendant les élections. Cette année-là, en 2021, nous avons été la seule nouvelle plateforme à signer la déclaration canadienne sur l'intégrité électorale du Bureau du Conseil privé fédéral qui décrit les moyens par lesquels les plateformes et le gouvernement collaborent pour lutter contre les phénomènes tels que la désinformation. Alphabet. Quant à Alphabet, la société mère de Google et de YouTube, elle est la plus grande société Internet au monde. Quels sont donc les principaux défis à relever pour enrayer la propagation de la désinformation? Jeannette Patel est directrice des affaires gouvernementales et des politiques publiques chez Google Canada. La mission principale de Google est d'organiser les informations du monde entier et de les rendre universellement accessibles
et utile à nos utilisateurs dans le monde entier. Pour ce faire, nous devons donner la priorité aux informations qui font autorité et veiller à ce que les utilisateurs comprennent la crédibilité de ce qu'ils trouvent en ligne. Je dois dire qu'en matière d'élection, c'est plus important que jamais. Nous avons donc pris un certain nombre de mesures à cet égard pour soutenir les élections sur notre plateforme, que ce soit par le biais de nos produits, en connectant les électeurs à des sources fiables et en leur donnant plus de contexte sur ce qu'ils voient, ou en fournissant des couches de sécurité supplémentaires aux entités à risque élevé, puisqu'en protégeant nos plateformes elles-mêmes contre les abus ou les mauvais usages. D'accord, nous allons approfondir cette question. Je sais qu'au début du mois de mai, Google a introduit de nouveaux outils de recherche IA. L'un des aspects positifs, c'est qu'ils accélèrent les choses et que vous obtenez vos informations plus rapidement, ce qui facilite le travail. Mais il y a le problème des résultats incorrects fournis par l'IA. C'est en effet pour une large part. Mais quels sont donc les défis posés par l'IA en matière de désinformation? With any new or emerging technology, there's both. Toute technologie nouvelle ou émergente comporte à la fois des risques et des opportunités. Alors, lorsqu'il s'agit de choses telles que l'aperçu de l'IA ou les outils de recherche, nous adoptons une approche assez prudente. Nous savons que pour certaines requêtes, nous voulons renvoyer les utilisateurs à la recherche afin qu'ils se connectent directement à un contenu faisant autorité. And I think part of that has to do with Je pense que cela est dû en partie à l'équipe que Google a mise en place pour remédier au problème. Parlez-nous de cette initiative. Donc, vous savez, nous avons un certain nombre d'équipes qui sont en train d'être mises en place dans l'entreprise, à la fois dans le développement et le déploiement de nos outils d'IA ou dans l'évaluation et la perturbation des menaces qui ciblent nos plateformes. En fait, je vais peut-être approfondir ce point. Quand on pense aux différentes menaces qui existent et à l'utilisation de l'IA par des mauvais acteurs, nous savons que les mauvais acteurs, où qu'ils soient, tireront parti des nouvelles technologies dès qu'elles seront à leur disposition. Mais nous voyons aussi une opportunité vraiment précieuse d'améliorer nos efforts de lutte contre les abus en exploitant également l'IA. Plus encore, nos équipes utilisent l'IA pour identifier, détecter et perturber ces acteurs de la menace dans toutes leurs activités. Il s'agit donc, pour l'essentiel, de recourir à la même technologie, celle que d'autres utilisent à des fins dévoyées, pour essayer de remédier à ces abus. C'est exact. Et garder une longueur d'avance. Expliquez-nous le processus un peu plus en détail. Lorsque Google découvre un cas de désinformation, quelle procédure applique-t-on? S'il s'agissait d'une campagne d'influence coordonnée autour de ces informations, par exemple, nos équipes de renseignement sur les menaces, dont beaucoup sont en fait basées à Montréal, travaillent de manière proactive pour identifier ces campagnes et les perturber. Elles travaillent également en étroite collaboration avec les forces de l'ordre et les agences de sécurité pour leur fournir les informations dont elles ont besoin pour lancer leurs propres enquêtes. Nous pensons également que la transparence est essentielle dans ce domaine. Nous publions donc tous les trimestres ce que nous trouvons. Et vous savez, ces rapports de transparence sont accessibles à tous afin que nous puissions tous être vigilants et bien informés. Dans les mois à venir, nous partagerons davantage d'interviews et d'informations en ligne sur ces sujets. Visitez notre site web à cepac.ca ou la chaîne YouTube de CEPAC. En ligne de la cyberintimidation dans le cadre d'un débat public spécial. Selon Sécurité publique Canada, 3 jeunes Canadiens sur 10 déclarent avoir été victimes de cyberintimidation. Nous verrons ce qui est fait pour éduquer et protéger les utilisateurs. Ici Michael Serapio. Je suis Omeira Issa. Merci de votre écoute. Merci d'avoir suivi notre émission.